Ça va, mon garçon? Tu as bien dormi, mon garçon, mon Dorchinovsk? Viens t'asseoir par là. Viens côté de papa par là. Alors, voilà, donc désolé, ça s'est coupé, hein, ça s'est coupé, donc on va repartir. Donc ce matin, au menu, j'ai un ami qu'on appelle Bertil Kamit. Vous savez que c'est un de mes meilleurs clients parce que vous savez que pour mieux illustrer la connerie des gens, pour mieux illustrer la connerie, il est toujours important d'avoir des gens test. Et je peux vous dire que ce Joe, c'est une mine, quoi. C'est une mine. Donc, on va écouter sa vidéo ensemble. Donc, ce matin, je vais m'amuser avec Bertil Okamit et Martial Amougou. Donc, ça, c'est pour faire un petit clin d'œil. Bon lundi à ceux qui sont dans le métro et qui sont dans les transports pour aller travailler. J'ai la chance ce matin, je travaille depuis chez moi, donc je suis dans mon canapé à côté de mon fiston. Ça va donc, Schnoss? Oui, Tu t'es bien réveillé? oui, Tu as encore sommeil ou pas? non. Fais un coucou. Dis bon lundi à mes camarades là. Lundi, Bon lundi. Fais un bon lundi, dis bon lundi. lundi, Bah, tu fais mettre un bisou à ton papa là. Merci mon garçon, encore, 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 encore. Voilà. Donc, on va commencer par la première vidéo. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais simplement dérouler les bêtises et puis je vais pas attendre que vous soyez nombreux. Donne-moi la télécommande qui est à côté de toi, la chaîne. La télécommande du... Voilà, c'est ça. Je voulais. Voilà. Vous savez que depuis un certain temps, je fais la chasse un peu aux chialeurs. C'est ce qu'on appelle les pleureuses, là, les grandes pleureuses de Facebook. Et en fait, beaucoup de ces pleurs résultent simplement d'une ignorance. Donc, vous avez entendu, vous avez vu l'ensemble des directs que j'ai fait concernant ce que communément certains animaux de la diaspora appellent richesse, quand ils accusent l'Occident de venir piller les richesses. Hein. Et donc, je fais un peu la chasse à ces gens-là, parce que vous savez, ils sont souvent dans leur HLM en France et ils pensent que c'est eux qui ont construit la France, parce qu'ils ne la connaissent pas, la France, en fait. Ils ne connaissent pas la France. Donc, la France qu'ils connaissent, c'est Barbès, Château-Rouge et Saint-Denis. Barbès, Château-Rouge et Saint-Denis. Et donc, forcément, quand on connaît une France comme ça, et que vous avez un grand-père qui est tirailleur sénégalais, qui vous dit, vous avez quelqu'un qui vous dit, mon grand-père est tirailleur sénégalais, il était ouvrier dans les chantiers de construction de métro. Du coup, vous avez des racialistes stupides de ce type-là qui vont dire que c'est les Africains qui ont construit le métro. Bah oui, ils savaient tellement construire le métro qu'ils ont choisi de venir construire en France chez leurs oppresseurs et certainement pas chez eux où ils sont encore dans les bouchons en train d'avaler la poussière ou je sais pas trop quoi. Donc les mecs qui sont serrés dans les taxis à Yaoundé, à Dakar ou je sais pas où, comme des sardines. Et puis bon, ils sont quand même contents de dire que leur grand-père construit le métro. Donc on tient à vous rappeler que oui, ils ont peut-être participé à la construction, mais en tant qu'ouvriers, c'est-à-dire qu'on a tout dessiné, on a mis les moyens, on les a juste appelés venir exécuter. Et je pense que l'exécution, ce n'est pas la partie la plus difficile d'un projet. Hein, il y a toute la partie conception, il y a toute la partie financement. Hein, donc, c'est lorsqu'on est en exécution qu'on peut faire appel à des petites mains. Donc, c'est pas... Mais sauf que c'est souvent les petites mains là, qui viennent après se revendiquer tout le travail. On aurait dit que c'est eux qui ont cassé les roches, qui ont creusé les galeries souterraines pour faire passer le métro, que c'est eux qui ont construit les tunneliers, parce que pour faire le métro, il faut créer des tunnels parfois souterrains. Et ça, il faut des tunneliers. C'est-à-dire que, vous savez, ces appareils-là, d'une haute complexité. Hein. Donc, mais quand vous entendez de ces petites mains-là, quand on a appelé à la dernière minute pour dire, bon, toi, prends le caillou là, tu déposes là, et toi, tu ramasses le sac de ciment là, tu ramènes là, toi, ramène-moi le bout de ferraille qui est là, et ben, toi, tu me fais ça, voilà. Donc, on les a appelés vers la fin pour venir faire, mais eux, ils se revendiquent la totalité, comme si un projet, en fait, s'est limité à l'exécution. Voilà. C'est une certaine naïveté, c'est-à-dire que déjà, vous ne pouvez pas construire un continent si déjà vous ne savez même pas ce que c'est qu'un projet. Vous ne connaissez même pas qui est déterminant pour un projet. Par exemple, pour construire un gratte-ciel, une tour, celui qui est d'abord déterminant, c'est l'architecte.
Parce que l'architecte étudie la faisabilité. C'est une fois que c'est faisable qu'il valide son projet. Une fois que l'architecte a validé ses plans, les maîtres d'œuvre sont là pour exécuter ce qu'a demandé l'architecte. Ils sont là pour mettre en réalité ce que l'architecte a conçu en maquette. C'est le rôle du maître d'œuvre. Et donc, dans cette action-là, il doit penser à comment transposer la réalisation de l'architecte. Une fois qu'il a fini de transposer cela, et quand il pense, et donc quand il pense à cela, et une fois qu'il a défini tout ça, il a donc besoin des personnes qualifiées qui maîtrisent. Et quand ces personnes qualifiées pensent et disent voilà comment il faut faire, c'est à ce moment qu'on appelle les ouvriers, les tirailleurs sénégalais, pour venir, qui posent les conduites. Un peu comme si vous disiez que les Pakistanais, qui sont les ouvriers sur les chantiers des gratte-ciel à Dubaï, sont ceux qui construisent. Ben, vous pouvez dire la même chose, sauf qu'on ne voit pas dire la même chose de Dubaï. Vous croyez que Dubaï a été construit par les Dubaïotes? Les Dubaïotes ne sont pas ouvriers. Quand vous regardez le Qatar, vous croyez que c'est construit par les Qataris? Les Qataris ne sont pas ouvriers. C'est les Sénégalais, c'est les Pakistanais, c'est les Indiens, c'est les Philippins, c'est tous ces gars-là. Mais sauf qu'on ne vous entend pas dire que vous avez construit ces pays-là. Pourtant, vous pourrez le dire, puisque c'est des pays une, qui ont un âge relativement jeune. Ces pays sont relativement jeunes. Et la construction de ces pays-là est partie sur le pétrole. C'est-à-dire que c'est depuis la découverte du pétrole qui a créé un essor, un boom en construction dans ces pays-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand le pétrole va finir, au moins ces constructions vont rester. Le problème, c'est qu'en Afrique, vous avez soi-disant les richesses, mais il n'en reste rien. Admettons même qu'on vienne piller vos richesses. Le jour que ces richesses vont finir, il ne vous restera rien. La faute à qui? Parce que vous ne savez pas penser. Quand il y a une personne qui a responsabilité, il pense à son ventre. Ce n'est que ce qui l'intéresse. Et c'est généralement parce que quelqu'un pense à son ventre qu'il arrive en France, mais il insulte la France et il veut imposer ses traditions en France. En fait, genre, je suis juste là pour manger. Ne me demande pas plus. Hein. Je suis dans ton pays, c'est juste pour manger. Hein. Toi, le reste, ça, je m'en fous. Donc, moi, mes traditions, c'est ça qui est important. Ah non, si tes traditions sont plus importantes que manger, reste dans ton pays, putain. Tu les pratiques là-bas, tu seras très à l'aise. Personne ne viendra te casser les couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est les gens, ils savent que manger. Donc, quand on leur donne quand on leur donne la responsabilité d'un projet, ils détournent tout le pognon. Et puis, il n'en reste rien. Voilà. Ce n'est pas les richesses qui vous manquent. La richesse qui vous manque, elle est là dans le cerveau. C'est ce qui manque. C'est les Qataris, ce n'est pas eux, les ingénieurs qui conçoivent les plans des bâtiments qataris. Ce ne sont pas des Qataris. Les Qataris, tout ce qu'ils sont, c'est les émirs. Ils viennent à la signature du contrat. L'architecte est anglais, le maître d'œuvre américain. Les ouvriers sont pakistanais, les ouvriers sont pakistanais, africains, indiens, bangladeshis, tous ces gars-là. C'est là-bas qu'on va chercher les ouvriers. Mais on n'entend pas les Bangladeshis dire que c'est eux qui ont construit le Qatar. Mais pourquoi c'est une spécificité qui ne marche que sur la France? C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que même il y a beaucoup de Camerounais actuellement qui bossent sur des chantiers à Dubaï et au Qatar. Ça, je peux vous le garantir. Il y en a plein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Camerounais même esclaves actuellement qui bossent sur des chantiers en Libye. Hein, pour essayer de s'affranchir. Ils sont esclaves en Libye. Ils bossent sur les chantiers de maçonnerie. Il y en a beaucoup. On ne les entend pas dire qu'ils ont construit la Libye. On ne les entend pas. On ne les entend jamais. Ils sont là-bas, ils sont maçons, ils sont ouvriers, ils sont porteurs d'eau, si on veut. On ne les entend pas dire ça. On ne les entend pas dire qu'ils construisent au Qatar. On ne les entend pas dire qu'ils construisent et Dubaï. Pourtant, ce serait plus légitime de le dire là-bas. Je le dis encore une fois parce que c'est des pays qui sont relativement jeunes. Mais vous arrivez sur un pays comme la France, qui a une histoire vieille de plus de 2000 ans. Vous trouvez en France des bâtiments et des constructions qui ont plus de 2000 ans, mais qui ont une architecture que même un Africain le plus diplômé aujourd'hui est incapable de reproduire. Vous avez vu l'architecture des églises, non? Construisez une église comme ça, je vous envoie. Construisez une chapelle Notre-Dame, je vous envoie. Non, mais je vous demande, construisez une chapelle Notre-Dame, on voit. Ça, ce genre de direct que vous n'aimez pas partager, c'est pour ça que ça ne monte pas. Quand c'est des directs comme ça où on va vous dire vos vérités, vous ne partagez pas, vous regardez, vous ne partagez pas. Vous allez vous dire, hein, oui, ici, il parlait bien, hein, il parlait bien. Mais partage, connard. Il faut que je te le dise. Mais l'Africain va se réveiller quand tous auront conscience de leur tard. Vous avez intérêt à partager plus les directs comme ceux-là que les conneries que vous partagez la plupart du temps. Vous avez plus d'intérêt. C'est mieux, même si tu penses que comme tu es bon pour être président, c'est quand même mieux que l'Afrique se réveille. Oui, mais l'Afrique se réveillera plus avec ce que je te dis qu'avec ce que vous dites tous les jours dans vos lives à la con. Donc,
partage ce direct, même si tu ne m'aimes pas, connard. Parce qu'il s'agit de l'Afrique, il ne s'agit pas de nous. Donc, vous êtes toujours là, en fait. Dès que vous mettez vos mains sur quelque chose, ça devient, ça y est, c'est vous qui l'avez fait. Non. Je vous dis, ceux qui ont même parfois tendance dans leur cervelle givrée de dire qu'ils ont construit la France, mais c'est qu'ils ne la connaissent pas, tout simplement. Et il faudrait qu'ils aillent visiter les musées. On entend encore souvent les gens qui bavardent. Oh, j'ai vu Abdelaziz Moundé, l'autre jour en train de bavarder, qui a la statue, une statuette Bamoun, je ne sais pas trop quoi, qui serait dans un musée. Regardez encore dans quelle chose vous êtes. Il y a beaucoup, quand vous allez dans les musées comme les musées de Louvre, vous trouvez des pièces là-bas qui appartiennent aux Égyptiens. Vous ne voyez pas les Égyptiens manifester à Paris. Vous trouvez des pièces dans ces musées-là qui appartiennent aux Italiens. Vous ne voyez pas les Italiens venir manifester. Vous trouvez des pièces dans ces musées-là qui appartiennent aux Espagnols. Vous ne voyez pas les Espagnols venir manifester. Vous trouvez, quand une pièce est intéressante, on l'achète. Tu vas manifester, bah, tu ne sais pas dans quelles conditions ces pièces se sont retrouvées. Ça se trouve, c'est ton chef de village qui l'a vendu, connard. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ou tu fais exprès de ne pas savoir. Vous avez plein de pièces. Moi, tu as visité le musée du Louvre. On sent que vous n'allez pas souvent visiter les musées. Vous êtes villageois. Vous allez voir plusieurs pièces là-bas qui ne sont pas françaises. Allez dans un musée à New York. Vous avez fait un musée à New York, moi aussi. Vous avez plein de trucs là-bas qui sont français par contre. Oui, c'est comme ça, les musées, ça s'échange. Et parfois, ça se balade. Il y a une pièce qui est exposée dans ce musée. Et puis au bout d'un moment, elle est transférée vers un autre musée. Dans le monde entier, le monde est devenu un village. Les seuls qui ne l'ont pas compris, c'est les villageois, c'est des singes que vous êtes. Le monde est devenu un village. C'est pour ça que la Chine est rentrée dans ce monde-là. Elle en avait marre d'être à l'écart. Vous avez parfois une pièce que vous visitez dans le musée du Louvre, après elle est transférée à Londres. Une fois qu'elle a fini d'être exposée à Londres, elle est transférée à New York. Elle finira ensuite transférée à Toronto. Et c'est comme ça que ça marche. Vous êtes encore là en train d'aller pleurer que oh, le crâne de tel sultan est dans un musée à Paris. Rendez-nous ça, rendez-nous ça. Vous avez un musée digne de ce nom au Cameroun, soyons sérieux. Est-ce que vous ne savez pas que votre chef peut même négocier une royalty sur ce crâne en disant que comme il y a 1 million de visites par an dans votre musée et que ce truc-là intéresse à peu près 1% de vos visiteurs, on considère que on a légitimement le droit de vous demander un pourcentage de vos recettes. Et je peux vous garantir que ce pourcentage, aussi minime soit-il, peut être supérieur à ce que tu aurais si tu avais fait le musée au pays. Par exemple, la Joconde, je crois que la Joconde est au Louvre. Mais la Joconde, elle a plus d'impact au Louvre que dans un musée à Turin, par exemple. Le Saint-Suaire du Christ, par exemple. Tout ça, je crois, le Saint-Suaire, il est à Turin. C'est-à-dire le tissu sur lequel le Christ serait élevé. Bon, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai parce que ça a été daté au carbone. Hein. C'est pas ça une datation au carbone. Et il a été daté de 700 ans. Il aurait que 700 ans et non pas 2000 ans, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, en tout cas, ça s'appelle le Saint-Suaire. Ça a été attribué pendant très longtemps au Christ jusqu'à ce que la datation au carbone puisse être faite. Voilà. Et la datation au carbone lui donne 700 ans maximum. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais le Christ n'était pas à Turin. Le sanctuaire, il est en Europe pour autant. Il est pourtant en Europe. On ne voit pas les Israéliens ou les Palestiniens venir en Europe chialer que non, donnez-nous le tissu, donnez-nous le linceul de Jésus. Jésus, c'était un palais. Non, vous voyez que vous êtes encore des gens, vous êtes derrière, mon frère. Vous êtes d'une villageoisie. Vous foutez honte tous les jours noirs, mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais vous n'en avez pas marre de nous foutre la honte, les gars, franchement. Moi, j'ai envie de prendre mon gourdin, de vous tabasser la tête. Vous ne pouvez pas avoir des crises cardiaques en masse et crever. Vous pensez que vous savez souhaiter la mort des gens plus que qui? Je veux maintenant jouer le même jeu que vous. Vous ne pouvez pas crever. Vous êtes incapable d'être heureux. Personnellement, s'il y avait une statuette dans mon village qui aurait de l'impact, où est-ce qu'il valorise mieux la culture de mon village? Dans un musée dans mon village où personne n'ira, dans une chaufferie dans mon village où personne ne va y aller, ou au musée du Louvre, s'il s'agit de faire la promotion de ma culture.
Cette statuette est mieux dans le musée du Louvre parce que cette statuette peut inciter les gens à venir regarder, à venir dans mon village, à aller regarder où cette statuette a été fabriquée. Tiens, tiens, cette statuette, dis donc, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Monsieur le guide, d'où vient cette statuette? Ah ben, c'est une pièce rare confectionnée à l'époque du je ne sais pas trop quoi dans un village camerounais qui s'appelle Fossomwancheng. Ah ouais, pardon, franchement, je suis vastement passionné. Je suis vachement passionné par cet art. Chérie, qu'est-ce que ça te dirait de faire un petit tour dans ce village? Oh oui, je suis d'accord avec toi. Ben voilà, voilà comment on vient d'avoir des touristes pour aller à Fossong-Wancheng visiter parce qu'il y a une pièce de Fossong-Wancheng qui est exposée au musée du Louvre. Et ça ramène de l'argent à Fossong-Wancheng. Vous voyez ce que je veux dire? Fossong-Wancheng qui est mon village. Voilà. Fossong-Wancheng qui est mon village. Or, on a un villageois comme Abdelaziz Moundé avec ses potes Bertie le Camit et tous ces cons-là qui vont à l'entrée d'un musée râler parce qu'il y a une pièce. Mon cher ami, ils ne sont pas venus arracher ça. Vous ne connaissez pas les traités. D'ailleurs, le noir n'a pas la notion de ce qu'on appelle le contrat. Mais s'il y a un contrat d'exploitation de cette pièce à de 100 ans qui a été signé avec ton chef et que le gars te dit, OK, je te bague ta pièce. Et voilà le contrat. Tu mets des dommages, je te rembourse ta pièce. Tu peux dédommager Abdelaziz Moundé? Non. Voilà. Tu ne peux pas. Tu vas râler. Et tu as des gens qui regardent et qui disent, bravo, combattant. C'est ça, combattant. Otep, Otep, Otep. Ah, les villageois, putain. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux, jeunes? Ils sont tellement cons. Hein. Moi, je veux prendre mon petit déj. Tu veux prendre ton petit déj, tu as raison. Donc, c'est pour dire en fait que les Noirs sont les seuls à n'avoir pas compris que le monde est un petit village. Qu'on est dans un village désormais. Même s'il y a les frontières, ces frontières ne sont que virtuelles, papier. Hein? Aujourd'hui, moi, je vais vous dire une chose. Moi, si je veux aller à San Francisco aujourd'hui, là, il est 9 heures. Je vais aller à San Francisco. J'ai une chance d'être à San Francisco à 20 heures ce soir ou à 21 heures. Là, il est 9 heures, c'est ça? Non, peut-être pas. J'ai une chance d'être à San Francisco, j'ai envie de dire, à 2 heures, à 2 heures demain. À 2 heures demain. Par contre, si je veux aller à San Francisco, c'est à plus de 20, c'est à presque 15 000 km d'ici. 15 000 km. Fossong-Wancheng, mon village. Mon village, Fossong-Wancheng, c'est à 6 000 km d'ici. Mais si je vais aller à Fossong-Wancheng, là, de tout de suite, là maintenant, je ne peux pas y être avant demain ou après-demain. Je ne peux pas y être avant après-demain. Prenez quelqu'un qui habite à Yokadouma. Il est à Paris. Yokadouma, c'est à 6 000 km de Paris. S'il veut aller à Yokadouma, s'il prend la décision tout de suite de vouloir aller à Yokadouma, il ne peut pas y être avant après-demain. Mais moi, si les frontières américaines étaient ouvertes, je vais aller à San Francisco. Si on dit peu importe le prix, bien sûr, je suis en train de parler de la facilité. Je tape, réservation, tac, direct. J'ai moyen de trouver un vol qui va à San Francisco dans les 3-4 heures. J'ai donc le temps, je peux partir de Nantes. J'ai donc le temps de partir prendre l'avion à Nantes, qui va faire 40 minutes me déposer à Paris. Je prends mon autre vol qui met 14 heures, je suis à San Francisco. En moins de 16 heures, je suis à San Francisco. À Yokadouma, je ne peux pas y être avant après-demain. À Fumban, je ne peux pas y être avant après-demain. Pourtant, c'est à 6 000 km. Il faut oublier la notion de distance. Penser distance relative en termes de temps. Corréler la distance par rapport au temps. Moi, je vais aller à Miami aujourd'hui. Je vais arriver en Floride. Et d'ailleurs, je peux même prendre un jet privé. Vous ne pouvez pas prendre un jet privé pour aller à Yokadouma. Il n'y a pas d'aéroport. Vous allez atterrir où? Moi, si, je vous dis, dans l'absolu, je n'ai même pas un avion. Je commande un jet privé à Paris. En 1 heure, le jet privé est sur le tarmac de l'aéroport de Nantes. S'il n'y en a pas un à Nantes. Il est en 1 heure, même s'il vient de Marseille, en 1 heure, il est sur le tarmac de l'aéroport. Je m'en vais, je prends le jet privé. 15 heures, il est à San Francisco. Et moi, je suis à San Francisco. Et si je veux prendre le même jet privé pour aller à Yokadouma, il ne pourra me déposer qu'à Yaoundé. Il ne pourra pas me déposer à Yokadouma. Il va me déposer à Yaoundé et le reste, je me démerde. Je me démerde. Hein? En voiture, il y en a à peu près pour 10 heures. Je ne sais pas trop. Donc, vous comprenez. Vous voyez que quand vous avez une pièce chez vous qui est dans un musée en Europe, n'allez pas chercher à parler de colonisation. Vous avez ce complexe-là que
Tout pour vous, c'est la colonisation. Dès qu'il y a une pièce africaine dans un musée en France, on parle de colonisation. J'ai même vu une connasse qui nous a expliqué une fois que parce que beaucoup de grandes entreprises au Cameroun étaient françaises ou européennes, c'était là les stigmates de la colonisation. Mes chers amis, il y a beaucoup d'entreprises françaises aux États-Unis. Il y a beaucoup d'entreprises européennes aux États-Unis. Il y a beaucoup d'entreprises américaines en France. Le monde est un village. Les seuls qui ne l'ont pas compris, c'est les Noirs. Donc, Orange au Cameroun, c'est la preuve que la France domine le Cameroun. Mais je suis désolé pour vous, les gars. En France aussi, on a les mêmes problèmes. Les British, quand ils sont sortis du Brexit et qu'ils ont voulu fabriquer leur passeport, ils ont lancé un appel d'offres. C'est une entreprise française qui a remporté. Là où le fait que vos passeports soient fabriqués par une entreprise française, vous parlez de colonisation. Les passeports britanniques sont fabriqués par les Français, connards. Ils sont sortis du Brexit. En fait, quand on parle, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les lois du marché. Quand on lance un appel d'offres, vous êtes obligé de faire un appel d'offres pour un certain type de marché, au-delà d'une certaine. Vous ne pouvez pas faire de gré à gré. Tu ne peux pas décider que c'est tel. Tu es obligé de faire un appel d'offres. Et quand on fait un appel d'offres, c'est le meilleur qui prend. J'ai déjà validé des appels d'offres. Moi-même, je me rappelle, chez Bombardier, on avait fait l'appel d'offres. J'avais suivi l'appel d'offres. Celui qui avait répondu sur le papier était meilleur, c'était un Français. Moi, j'avais choisi le Français. Allez savoir comment c'était monté là où ça avait été tripatoué. Finalement, c'est un Autrichien qu'on m'a balancé sur le projet. C'est un Autrichien. Vous voyez? Donc, c'est souvent comme ça. Quand j'étais chez General Electric, c'est pareil. J'ai participé à des appels d'offres. Il y a des entreprises françaises qui ont répondu. Il y a des entreprises néerlandaises qui ont répondu. Il y a des entreprises italiennes qui ont répondu. Des entreprises américaines qui ont répondu. Eh bien, l'entreprise américaine était mieux cotée. C'est pour ça que j'avais fait plusieurs fois des déplacements aux États-Unis. Sur les fabrications de pompes qui m'intéressaient, l'entreprise polonaise était mieux cotée. C'est pour ça que vous me voyez, j'allais aussi en Pologne. Sur les fabrications des aéro-refroidisseurs, l'entreprise néerlandaise était mieux cotée. C'est pour ça que j'allais aux Pays-Bas à chaque fois. Et sur ce qui était de production de froid, donc pour les équipements qui allaient au Moyen-Orient, et donc ils avaient besoin d'être sous moins 40 degrés. Donc à ce moment-là, c'est une machine frigorifique et non pas un aéro-refroidisseur. C'était un Italien Eurochiller qui avait été mieux coté. Vous voyez? Pourtant c'est en France. Hein. Nous, j'étais chez General Electric en France. Mais l'entreprise qui était mieux cotée, c'était un Italien, c'est lui qu'on a pris. C'est comme ça que ça marche. On n'est pas allé dire que c'est la colonisation de l'Italie. On est General Electric en France. On livre des moteurs pour les stations de pompage d'essence. Et nous, on a l'obligation de refroidir ces moteurs. Dans ces moteurs, il y a un radiateur. Et donc, il faut extraire la chaleur du moteur. Quand un moteur peut fonctionner jusqu'à 50 degrés dans un environnement où la température maximale c'est 40, avec un aéro-refroidisseur, ça suffit. Donc, tu conçois l'aéro-refroidisseur, comme je l'ai fait, je définis, je design, et maintenant, je lance l'appel d'offres. Et l'entreprise la mieux cotée, c'est celle qui remporte l'appel d'offres. Ce n'est pas celle que tu choisis, ce n'est pas celle que tu veux. C'est celle qui remporte l'appel d'offres. Et oui, aujourd'hui, les passeports britanniques sont fabriqués par des Français. Les Rangers de la police française, vous savez par qui c'est fabriqué? C'est fabriqué en Tunisie. La carte vitale que vous utilisez chaque jour là, à une époque, c'était fabriqué en Inde. On n'a pas parlé de colonisation, mes chers amis. Renault fabrique des voitures en France, en Turquie, au Japon et en Chine. Toyota, qui est japonais, a combien d'usines en France? Un paquet. Il y a 3 ou 4 usines Toyota en France. Les marques ne veulent plus rien dire. Dire que j'achète Peugeot parce que c'est français, ça n'a plus de sens. Vous pouvez bien acheter une Peugeot qui a été fabriquée en Turquie. Moi, j'achète une Toyota qui a été fabriquée en France. C'est moi qui consomme le Made in France. Ça n'a plus de sens. Le monde est un village et les seuls qui ne l'ont pas compris, c'est les Noirs. C'est les Noirs. Quand vous achetez un Boeing, vous dites Boeing, c'est américain. Mais oui, mais peut-être le pressuriseur qui est dans Boeing, il a peut-être été fabriqué en France. Vous n'en savez rien. Le radar qui est sur le nez, fabriqué en France. Les moteurs fabriqués en Angleterre chez Rolls-Royce. Si ça dépend, si c'est Rolls-Royce, tu as des Rolls-Royce, comment on dit, j'arrive même pas à penser. Rolls-Royce. C'est des Rolls-Royce Trent. Si c'est Rolls-Royce Trent sur les moteurs Boeing, c'est fabriqué en Angleterre. C'est comme quand tu prends un Airbus A380. Si les moteurs, c'est General Electric,
c'est fabriqué aux États-Unis. Si les moteurs de l'Airbus A380, les moteurs double flux, si c'est fabriqué, si c'est du General Electric, c'est fabriqué aux États-Unis. Pourtant, l'avion, c'est Airbus A380. La voilure de l'Airbus A380 peut être fabriquée au Brésil. Elle peut être fabriquée au Brésil. Elle arrive par bateau. Le monde est un village. Si je lance l'appel d'offres pour la voilure, et l'entreprise qui répond le mieux à mes attentes, rapport qualité-coût, délai, c'est une entreprise brésilienne. Je fonctionne avec l'entreprise brésilienne. Oui, puisque les Brésiliens fabriquent aussi les avions. Hein. Embraer, par exemple, c'est les Brésiliens. Ils fabriquent des moteurs, vous savez, les turbopropulseurs, là. Ils sont plutôt très bons là-dedans, les Brésiliens, les turbopropulseurs. Embraer. Donc, si je lance un appel d'offres pour un tel turbopropulseur, si j'ai Turbomeca qui répond, j'ai Embraer qui répond, et Embraer est meilleur, même s'il est au Brésil, c'est plus intéressant. Le monde est un village. Les seuls qui ne l'ont pas compris, c'est des Noirs. Ils réfléchissent encore comme si c'est chacun dans son village. Comme vous réfléchissez au Cameroun, toi le Bouloula, rentre chez toi. Toi le Bamileke. Mais déjà vous-même les Bamileke qui dites que vous êtes riches, pourquoi vous n'avez pas construit votre province? Vous auriez pu rendre votre province paradisiaque. Vous êtes tous à Yaoundé, vos bars sont à Yaoundé, vos dépôts de Guinée sont à Douala, partout, sauf à l'ouest. Sauf à l'ouest. C'est quand même bizarre. Les gars, si vous êtes très puissants, construisez votre province. Si bien que les écans viennent aussi là-bas, vous les chassez. Pour l'instant, c'est eux que s'ils s'énervent, là, vous êtes mal barrés. Toutes vos richesses sont à Yaoundé, Douala. Si les Douala, les Sawa prennent la machette à dire tout, one Sawa, one Douala, one Bamileke, on vous chasse avec la machette. Vous rentrez au village, élan. Donc, vous êtes déjà les premiers à profiter du fait que le monde n'est plus un village. Mais vous êtes toujours en train de bavarder, de faire comme si, je ne sais pas, on a pris notre statuette, rendez-nous notre statuette, je veux que la statuette retourne dans me... Mais tu as un musée à Fumban, Abdelaziz Moundé? Non, sois sérieux. Tu as un musée à Fumban? Tu vis en France, comment tu peux être villageois comme ça? Et vous allez voir quand on va écouter le monsieur que je vais mettre à l'antenne, mais vous allez voir le haut niveau de la villageoisie, c'est parti. Vous allez voir le haut niveau de la villageoisie, je vous jure. Comment quelqu'un peut être villageois? Et c'est ce genre de personnes qu'on va souvent consulter pour dire Bertie le Camille, je voudrais venir en France là. J'aimerais, tu vas me conseiller quoi? Il va te conseiller quoi? Il ne connaît pas la France. Il ne connaît pas la France. Il connaît le 95 où il vit. Il connaît la ligne du RER qu'il prend. Il passe plus de temps dans ces deux endroits-là que partout ailleurs. Il passe du temps dans le RER, du temps à Château-Rouge et du temps dans un HLM. C'est tout ce qu'il sait. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas la France. C'est pour ça que vous ne les verrez jamais en vacances. Au bord d'une plage, ils seront plutôt en train de commenter les vacances des autres au bord d'une plage. C'est leur travail. Quelle personne sérieuse qui est déjà là à la plage peut prendre la photo de Serge Anango où il est à la plage pour l'attaquer avec en disant kikinette? Sérieusement, vous pensez m'attaquer avec ça, mais vous montrez que vous êtes villageois. Je préfère être justement dans cette position-là qu'être vous. Je préfère être celui qu'on attaque parce qu'il a un maillot de bain au bord d'une plage que d'être celui qui utilise la photo de quelqu'un qui a la chance d'aller en vacances et déverser son aigreur dessus. Vous ne connaissez pas cela. Vous êtes malheureux. Vous ne connaissez pas le monde dans lequel vous vivez. Et même Messanga Nyamding l'a dit. Même Messanga Nyamding vous a lavé correctement. Vous pourrez même d'ailleurs l'écouter, Messanga Nyamding, qui vous dit, regardez-moi ces villageois. Ils vivent en France où il y a le vin rouge, où il y a le champagne, où il y a le Beaujolais. Ils sont encore là en train de dire que Guinness, musique, la 33, sérieusement. Si je vous choue ma cave, vous ne pouvez pas voir ce genre de crétinerie là-bas. Il dit que comment vous pouvez donc profiter d'un voyage au Cameroun quand vous vivez en France comme au Cameroun? Il dit que quand il est en France, il mange du coq au vin, du bœuf bourguignon, de la blanquette de veau. Et puis quand il rentre, du lapin à la mayonnaise, du lapin à la moutarde, à la sauce moutarde. Un délice. Du pied de porc. Et puis quand il rentre au Cameroun, il va au village, il va à Douala du côté de son père, il demande à manger du mbongo chobi, du ndolé. Et quand il va dans le centre du côté de sa mère, il demande à manger du mkwem. C'est comme ça. Les Camerounais sont des hamsters. C'est-à-dire que, j'ai toujours pris cette analogie-là. Vous avez un hamster.
Donc, vous avez un hamster. Vous le prenez, vous le mettez dans un bocal. Vous prenez un jet privé avec lui, vous allez à Sydney. Vous le déposez dans votre hôtel. Vous baladez avec la plupart du temps. Vous reprenez un vol, vous allez à San Francisco. Vous atterrissez à San Francisco, vous passez 3 jours là-bas. Vous prenez l'avion, vous partez à Pékin. Vous faites une semaine à Pékin, vous finissez à Tokyo. Vous faites une semaine à Tokyo, vous passez par Moscou. Et puis vous revenez en France. Le hamster, il a fait le tour du monde. Mais il est resté à chaque fois dans un bocal. En fait, pour lui, c'est comme s'il était resté dans la même pièce, le hamster. Pour lui, il n'y a pas de différence. Il a certes fait le tour du monde, mais il est resté dans une même pièce. En fait, les gars comme les Berti, le Camille, les Abdelaziz Moundé, ce sont des hamsters. Sauf que le bocal ici, c'est leur tradition villageoise. Ils sont en Europe, mais ils ont ça qui les entoure. Donc, ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Ils sont partis du Cameroun avec leur village dans leur tête. Ils sont partis de Yaoundé avec le village dans leur tête. Et quand vous arrivez en Bengue, que vous dites que non, si j'ai laissé mon village au Cameroun, ce n'est pas pour qu'ils me poursuivent en France. Parce que si j'aimais plus mon village que ma personne, je serais resté dans mon village. Okay. Est-ce que j'ai besoin d'un visa pour rester à Fossong-Wancheng? Que si j'ai décidé de rester là, mon chef peut me faire quoi? Il va me faire quoi? Donc j'ai besoin d'un visa pour rester au village. Si j'aimais plus mon village que ma propre personne, c'est-à-dire que la qualité de vie que je souhaite pour moi, je restais dans mon village. Je n'ai pas laissé mon village là-bas pour venir ici, pour transporter ça ici avec moi. C'est une carapace trop lourde. Non, les gars sont ici, mais avec leur village. Ils raisonnent qu'à travers leur village. C'est pour ça qu'ils disent, ils ont les mêmes raisonnements villageois que j'entendais quand j'étais en CM2. Sauf que depuis, entre-temps, j'ai réussi à comprendre que c'était absurde. Mais ils sont restés avec les mêmes raisonnements, les mêmes débilités, les mêmes conneries. Les mêmes débilités du genre, les blancs, hein, ils sont chiches. Hein. Quand tu arrives chez le blanc, il est en train de manger, il te donne le journal et il mange, il te regarde. Non mais sérieusement, tu vas arriver chez un blanc à midi comment alors que tu n'es pas invité? Mais dis le cas de figure va se présenter comment? Si tu arrives à midi chez un blanc alors que tu n'es pas invité, c'est que tu viens prendre quelque chose. Il ne va pas te dire, soit toi là je mange. Soit il va t'inviter, soit tu vas dire non merci. Il peut t'inviter, tu dis non merci. Imaginons le gars doit se déplacer. Il avait à commencer à manger avec ses enfants. Il te dit, bon, tu manges avec nous, tu dis non, merci, je vais manger avec ma famille. Il va te dire, bon, assois-toi là. Il finit de manger et il va avec toi te donner ce qu'il veut. En général, c'est parce que tu as refusé de manger avec lui. Parce que moi, si je m'en vais quelque part à midi et je mange, je rentre, ma femme, elle va me chasser de la maison. Hein. Je vais traverser la vitre là comme ça, sans même casser la vitre. Je vais passer à travers. Parce que je dois manger avec eux à midi. Par exemple, ce matin, en partant, elle m'a dit, pas de petit-déj après 10 heures. Parce que si elle rentre à midi, que quelqu'un ne mange pas avec elle, parce qu'il a pris le petit déjeuner, elle va trucider la personne. Donc, c'est ça en fait. Donc, le Watt, il va te donner le journal, comment. Mais tu as des gens qui croient en ces conneries. Ah, les gens ici ne parlent pas aux gens, machin. Non, c'est parce que le Watt n'aime pas déranger. Vous croyez que tout le monde aime chez lui? Vous croyez que quand je suis chez moi comme ça, là, j'ai besoin que mon voisin vienne devant moi, là, commencer à taper un genre de commentaire avec moi? Les gens aiment être tranquilles. Ils aiment être tranquilles. C'est pour ça qu'ils respectent la tranquillité des gens. Par contre, quand tu es dehors et que tu prends l'air, tu as toujours un voisin qui vient parce que lui aussi, il prend l'air. Mais il ne vient pas toquer chez toi pour te dire que viens, on tape les commentaires. Ça n'existe pas ici. C'est parce qu'il ne veut pas te déranger. Et moi, je ne ferai pas ça parce que je ne veux pas déranger un voisin. Je ne vais pas être toqué chez un voisin pour dire qu'on a que les commentaires ensemble. Si je suis devant, là, si je suis devant dans mon jardin, en train de prendre l'air, que lui aussi il entreprend l'air, on va commencer à parler, on va parler du dernier championnat, on va parler de la politique. Et puis après, chacun retourne chez lui. C'est comme ça que ça marche. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, qui disent, hein, non, vraiment, chez nous, j'aime bien la chaleur du pays, parce qu'on peut au moins n'a que les commentaires. Mais ça résulte du fait que vous êtes majoritairement au chômage. Les gens bossent ici en semaine, le week-end, ils veulent la tranquillité. C'est le chômage en Afrique qui donne cette impression-là. Regardez donc les quartiers des riches, ceux qui font les barrières jusqu'à 3 mètres. Est-ce qu'il connaît alors le nom de son voisin en face? Très souvent, non. Allez à Damas. Allez à Damas. Allez dans les immeubles où ce ne sont que les riches qui y vivent. Il ne connaît pas le nom de son voisin d'en bas. C'est dans les quartiers populaires qu'on connaît même le slip que ta mère a porté, on connaît la couleur. Jusqu'au slip même que ta mata a bok, ton pote peut te dire. Suffit même pas. Les toilettes sont dehors, non? Il peut aller guetter. Mais dans les quartiers des riches même déjà, ils ne font pas ça. Ils ne te gèrent pas. Parfois, il y a même deuil. Le gars ne nomme même pas.
Parce que c'est le pompe funèbre. Au Cameroun, les pompes funèbres existent déjà. On loue un endroit, on fait les cérémonies là-bas, on n'apporte pas le corps à la maison, comme chez les pauvres. Même déjà ceux même qui sont riches au pays. Il y a un salopard qui vient dire je suis un acculturé. Mais oui, je revendique mon acculture. Et alors, une fois que tu as dit ça, ça change quoi? Toi, tu es très culturé. Ben, sois heureux de ta culture. Je ne te poursuis pas sous ton lit pour te faire part de ton côté très culturel. Votre problème, c'est de vouloir l'imposer aux gens à qui ça n'intéresse pas. Tu es très culturé, reste dans ton village. Je ne vais pas venir te poursuivre là-bas, mais ne viens pas dans ma ville m'imposer ta culture villageoise. Je n'en veux pas. Je vois un tchang ici qui commence à faire les danses, ce tchang-là. C'est même pas les Watts qui vont le nac, c'est moi qui vais le nac. Je vous dis, c'est moi qui vais tirer le goudin. Parce que les Watts vont avoir peur de le nac. Les Watts vont dire que non. Si je le nac, on va dire que racisme, machin. C'est moi-même le tchang qui va tirer. C'est moi-même qui vais tirer le goudin pour le tabasser, gars. Tu aimes trop tes cultures tchang. Tu fais ça au village. C'est tout. Toi, tu as le droit d'aimer ta culture. Tu as le droit d'aimer ta culture. Ça, c'est ton droit le plus absolu. Mais ne l'impose pas aux gens. Si tu es heureux avec, sache que d'autres sont heureux sans. Ça, c'est ce truc-là dans ton cerveau que tu n'es pas capable d'accepter. Tu es peut-être heureux avec, mais d'autres sont heureux sans. Il faut que tu l'acceptes. Si tu aimes trop ta culture, reste dans ton village. Je ne vais pas venir t'emmerder. Moi, je suis acculturé. Je suis au moins cohérent. Je suis où il n'y a pas ma culture. C'est justement pour ça que je suis là. C'est pas pour que tu viennes m'emmerder. Donc, j'assume mon côté acculture. Bounty, vendu, parvenu, tout ce que vous voulez, ça me va. Tant que ce n'est pas raté. Parce que c'est le seul adjectif que je ne peux pas assumer. C'est pour ça que j'ai travaillé tout dans ma vie pour pas qu'on me traite de raté. Donc, tant que tous les adjectifs que vous pouvez m'apporter, tant qu'il n'y a pas raté ou un synonyme de raté là-dedans, ça me va. Venez me dire que je suis un déraciné. Oui, je suis heureux déraciné. T'as pas dans c'est quoi? Toi qui es enraciné, fais part de ta racine. Reste dans ton village. Toi qui aimes ta culture, reste dans ton village. Je déteste ma culture, man. Je vous ai dit que... Mais est-ce que c'est nouveau? Je vous ai dit que le Kouakougou, ça me donne envie de vomir. Voilà. Donc, c'est assez clair. Le couscous manioc. Donc, je vais aimer ça parce que c'est la culture camerounaise. Ça va vomir. Connerie comme ça à la sauce gombo. Je fous quoi avec ça? Quelqu'un cook ça un jour devant moi, je verse sur lui. J'ai le droit. J'ai le droit de ne pas avoir les mêmes papiers gustatifs que vous. Ou parce que je suis encarté noir bamileke, il faudrait que dès qu'une outil soit bamileke, mes papiers gustatifs l'acceptent obligatoirement. Vous êtes que dans la dictature. Vous ne savez pas respecter. Si un Italien dit je n'aime pas la pizza, un autre Italien ne va pas le tabasser. Si un Français dit qu'il n'aime pas le bœuf bourguignon, l'autre Français ne va pas le tabasser. Mais vous, dès qu'un Bamileke dit qu'il n'aime pas votre taro à la sauce jaune où l'on cuit, eh ben voilà, culturé, raté, et tu as vendu. Mais vous êtes complètement à la ramasse, les gars. Vous êtes complètement à la ramasse. Pourtant, vous êtes hypocrite. Vous payez cher. Si le champagne, si vous étiez cohérent, le champagne ne coûterait pas cher chez vous. Vous êtes prêt, vous aimez votre culture. Mais vous êtes prêt à payer le champagne 10 fois plus cher, 20 fois plus cher que le vin de raffia. Mais vous êtes le premier à juger les gens. Parce que vous êtes hypocrite. Quand un Camerounais veut frimer pour dire qu'il a la belle vie, il ne se vante pas avec une maison en terre battue qui est proprement notre culture. Il se vante avec un duplex où il y a une baignoire, où il y a des eaux courantes. Il se vante avec le champagne. Il se vante en buvant du vin rouge, pas en buvant de l'odontol. C'est comme ça, c'est la réalité. Vous êtes dans l'hypocrisie totale. Quand vous vous vantez avec Nike. Tu as vu un Camerounais filmer avec un boubou. Parce qu'il a un boubou de marque. Voilà. Quand vous voulez filmer, vous filmez avec les habits des blancs. Mais vous êtes les premiers à dire que non, les blancs. Moi, je disais hier à Platini dans un direct que vous qui aimez trop le Cameroun, là, si j'étais un jour responsable de quoi que ce soit dans ce pays, j'interdirais la diffusion de tout championnat étranger. C'est-à-dire que s'il y a un fournisseur d'images qui diffuse le moindre sport étranger, la sanction qu'il va prendre, vous allez être obligé d'aller regarder les matchs de Canon et Union de Douala. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que vous êtes très fort pour dire que non, le blanc ne nous dépasse à rien, que oh, le blanc nous colonise, le blanc nous colonise. C'est la France qui vous oblige. Parce que quand Canon est en train de jouer, l'entrée au stade Fandena, c'est 500 francs.
L'entrée au stade Mfandena, c'est 500 francs. Un Joe ouvre son snack. Il vend la Guinée-Saba à 2000. Il diffuse le championnat espagnol. Le derby, le Classico. Real Madrid, Barça. L'entrée, c'est 3000. Tu vas là-bas payer. Tu laisses le stade. Finalement, quand Canon joue, le stade est vide. Vous dites que vous aimez les Camerounais, qu'il faut préférer d'abord ceux qui viennent du Cameroun. Tu préfères le tarot, mais tu ne préfères pas le championnat camerounais. Tu préfères l'Onkwem, mais tu ne préfères pas le championnat camerounais. Tu préfères, je sais pas, tu préfères les traditions de ton village, mais tu ne préfères pas le championnat camerounais. Tu préfères les cultures, le funérailles, les crânes, le culte des crânes, mais tu ne préfères pas le championnat camerounais. Cherchez l'erreur, les gars. Vous êtes malade dans votre cerveau. Des hypocrites à pas fini. Je vous dis, si un jour je prenais les responsabilités dans ce pays, première chose que je fais, c'est-à-dire que même la boxe chinoise, vous n'aurez plus le droit de regarder ça. Ça va être comme Kim Jong-un. Tu vas devoir, si tu veux regarder le foot, tu vas être obligé d'aller payer. Et je mets l'entrée du stade, 10 000. Je vais vous professionnaliser le sport là. Il faut que ça avec vous. Vous êtes tout le temps hypocrite. Oh, le pétrole. Oh, on nous a piqué la richesse. Oh, on nous a piqué tout. On te force à regarder le Classico à la place du Classico camerounais. On peut aussi avoir notre Classico. Canon sportif contre Union de Douala. Je ne sais même pas si ce club existe encore. Bon, Canon sportif contre Union de Douala. Hein? On peut avoir le derby du Noun. L'Are de Fumbot ou AS Noun contre Fédéral de Fumban. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je ne sais même plus si ça existe. On peut avoir par exemple un derby tout puissant de l'Ouest. Comment ils appelaient ça, l'équipe de Tonnerre. Hein, c'est Tonnerre de Bafoussam. Non, Tonnerre, c'est à Yaoundé. TPO. Il y avait un club là, Bafoussam, on a payé TPO. Enfin bref, je ne connais même plus les noms, tellement vous ne parlez même pas de votre propre championnat. Rien, moi, je ne connais pas. Moi, je suis déraciné à cause de qui? Moi, je ne connais même pas le club de ma ville. Je ne sais même pas si c'est Ménois ou c'est Aigle de Tchang. À une époque, c'était Aigle. Et une fois après, c'était Vautour. Et puis, c'était Ménois, je ne sais pas trop quoi là. Donc, je ne connais même pas. Vous êtes tout le temps dans l'hypocrisie. Oui, la Racing de Bafoussam, c'est ça? Voilà, tiens. On peut avoir un derby de l'Ouest. Racing de Bafoussam contre Vautour de Tchang ou Aigle de Tchang. J'en sais rien, moi, un truc dans le genre. Ou Sable de Batier, tiens, le derby. Sable de Batier. Hein? Vous serez obligé d'aller regarder ça. Vous êtes là, on nous a colonisé, on est obligé d'utiliser Orange Money, on est obligé d'utiliser la puce Orange, c'est la colonisation. Connard. On t'a aussi forcé à regarder le derby. Il y a le championnat dans ton pays, va regarder le match du Cameroun, connard. Allez regarder le match du Cameroun. Allez regarder les matchs des championnats camerounais. Toujours à se mentir. Sharon, va t'habiller. Va t'habiller. Tu fais aussi ta toilette. Va faire ta toilette, tu t'habilles. Donc, il faut être cohérent. Et donc, ceux qui sont clairement cohérents, vous avez déserté vos stades pour aller regarder les matchs de Champions League à la télé. Et moi, quand j'assume que je préfère la France à mon village, je préfère où je vis par rapport à mon village, vous venez me dire que je suis déraciné. La seule différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que je suis conscient de ce que je fais et vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Je vous ai dit hier qu'entre un chien et vous, le chien a plus d'intelligence que vous. Si un chien veut manger la viande, il va prendre ses pieds pour aller à l'arrière d'un restaurant, à l'arrière d'une boucherie. Il sait d'instinct, c'est prouvé. Il sait d'instinct, c'est prouvé. Si une chèvre a faim, elle va davantage se diriger vers un pré et non pas derrière une boucherie et non pas à l'arrière d'un restaurant. La chèvre n'ira pas dans une boucherie s'offusquer du fait qu'il n'y a pas d'herbe là-bas. Le chien n'ira pas dans un local à foin s'offusquer qu'il n'y ait pas de viande là-bas. Ils ont déjà le sens de leurs intérêts. Mais vous êtes des animaux. Vous êtes plus bêtes que des animaux. Vous allez sur le direct de quelqu'un qui a une ligne clairement contraire à la vôtre, vous offusquez qui ne vous ressemble pas. C'est un peu comme si, traduction, je préfère la pizza, j'arrive dans une ville, il y a une pizzeria, il y a une nana qui fait le foufou, sauce manioc, le foufou manioc, sauce gombo, donc tout ce que je déteste. Et puis je choisis d'aller là-bas râler. Ouais, non mais sérieux.
Comme si je n'avais que ça à faire dans ma vie. Comme si je n'avais que ça à foutre. Si je veux manger, j'aime la pizza, je vois une pizzeria, je vais direct dans la pizzeria. Je n'entre même pas dans le local à foufou pour savoir ce qu'il y a là-bas. J'ignore complètement, je vais dans la pizzeria. C'est si j'arrive dans la pizzeria, je tombe sur un vendeur de foufou que je vais dire que c'est quoi ce bordel-là? Et là, il peut m'expliquer que non, je viens de reprendre le commerce, je n'ai pas encore modifié l'enseigne. Et là, tu ressors directement, tu ne râles pas. Tu ressors, tu cherches un local, mais c'est tout. Mais vous allez sur les directs des gens que vous n'aimez pas perdre le temps. Je ne comprends pas. Moi, honnêtement, je ne vous comprends pas. Même un chien n'est plus... Et c'est pour ça, vous voulez en fait amener les gens, vous voulez quelque chose que vous ne méritez pas. Je vous ai dit hier que si on peut dresser les animaux, c'est parce que les animaux ont déjà conscience de ce qu'on appelle le mérite. Pour dresser un animal, on lui demande à faire une série d'actions et on lui donne une récompense derrière. Et une récompense donnée signifie une action donnée. Je vous rappelle, c'est parce que vous n'allez pas souvent en vacances. Allez dans un parc aquatique. Quand vous voyez le dauphin qui fait une pichenette avec le ballon, un genre là, il a fini de faire la pichenette, il va au bord, on lui donne un petit truc à manger. Il a déjà conscience du mérite. Il n'ira jamais réclamer ça sans avoir fait la pichenette. Le dauphin est plus intelligent que le noir. Le chien est plus intelligent que le noir. Quand je m'en vais dans un parc où c'est les oiseaux, attraction pour oiseaux, quand le vautour fait une pichenette, il revient, on lui donne quelque chose, il mange. Le vautour ne vient jamais réclamer ce on doit lui donner avant d'avoir fait l'action. Il fait l'action et il vient, on lui donne. Il a conscience du mérite. Ce vautour sait qu'il doit mériter ce qu'il doit manger. Il doit mériter ce morceau de pain. Ce dauphin sait qu'il doit mériter ces petits poissons. Mais le noir veut tout avoir sans rien foutre. Un Joe va arriver en France, laver les assiettes et avoir le même respect qu'un directeur d'agence d'assurance. Tiens, il va être considéré pareil. Un Joe va arriver en France, s'habiller en wesh-wesh dans le métro, être sale comme un porc, mais il veut le même respect qu'un cadre supérieur qui bosse à la défense. Vous n'avez même pas conscience du mérite. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes les êtres très en deçà des animaux. Ce n'est pas parce que la nature n'a pas doté les animaux de ce qu'on appelle la raison, c'est la seule chose qui leur manque. La seule chose, c'est-à-dire que le noir ne ressemble à un être humain normal que par la morphologie. Ce n'est pas parce qu'il peut parler, ce n'est pas parce qu'il a deux bras qu'il peut dire qu'il est comme le blanc. Tu n'es jamais comme le blanc, mon ami. Parce que même tu viens en France te plaindre que le blanc t'oblige à tout. Mais quand tu es toi-même dans ton pays, au lieu de regarder Eyenga, le blanc d'Eyenga, je ne sais pas c'est quoi les bons films africains là, tu préfères aller regarder les films de Tom Cruise. Tu préfères regarder les films de George Clooney. Si on te dit quel est ton beau mec préféré, tu vas dire Brad Pitt. Tu ne vas jamais dire que c'est Mbarga qui habite à côté de chez toi. Tu ne diras jamais que c'est Ndonfa qui habite en bas là. Si on te dit ton fantasme c'est qui, tu vas dire George Clooney, tu vas dire Brad Pitt. Après tu es au premier à dire les blancs là nous obligent à les aimer. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des animaux. Vous n'avez même pas conscience de ce que vous faites. Allez revoir le cours de philosophie sur la conscience. Vous n'êtes même pas conscient de ce que vous faites. Maintenant, on va écouter quelqu'un, ma foi, que je trouve très intéressant. Du piège global dans lequel nous sommes tous pris. Les Africains croient venir ici en trouvant un Eldorado et en fait ce qu'ils retrouvent c'est l'exploitation et le racisme au fond. Justement, c'est la raison pour laquelle nous voulons rester chez nous. Déjà, balancez les cœurs. Hein. Je vois les gens qui envoient une tête de mort. Vous êtes 250 là. Balancez les cœurs, balancez les cœurs, balancez les cœurs. Vous êtes 250, protégez le live. Hein. Il y en a qui veulent couper le live. Donc, je recommence la vidéo. Je vais d'abord la laisser jouer en entier, puis on va la rejouer ensemble. On va l'observer ensemble, les détails de la vidéo. Allons-y. Dans lequel nous sommes tous pris. Je rappelle que l'Africain que vous allez écouter là, c'est l'Africain typique comme les Africains aiment. Hein. C'est-à-dire l'Africain victimisard, chialeur et surtout raté. Donc ce mec, son boulot, c'est laver les assiettes dans un restaurant. C'est laver les assiettes dans un restaurant. Donc c'est son boulot. Donc je ne sais pas ce qu'il s'attendait à voir en France alors qu'il n'a aucune compétence. C'est son boulot. Et c'est naturel que vous le voyez là-bas en train de chialer. Tu vois? Voilà. Donc on commence.
Les Africains croient venir ici en trouvant un Eldorado et en fait ce qu'ils retrouvent c'est l'exploitation et le racisme au fond. Justement, c'est la raison pour laquelle nous voulons rester chez nous. Nous voulons rester vivre sur notre continent, auprès de nos familles, nous voulons rester auprès de nos amis, nous voulons rester sur le continent où il fait beau toute l'année. Nous ne voulons pas forcément venir en Europe. Mais quand encore les Français, Emmanuel Macron est au courant, ce sont eux qui placent encore les dirigeants chez nous. Je viens du Cameroun, un pays où il y a une guerre depuis 2016. Ça fait 15 à 16 000 morts maintenant. Et Macron est au courant. Tous ces politiciens français sont au courant. Et il y a des enfants de ces régions qui sont massacrés, qui ont fui au Nigeria. Beaucoup ont pris la mer, ils sont morts dans la mer. Beaucoup ont pris le désert, ils sont morts dans le désert parce qu'ils fuient pour venir en Europe. Alors qu'en réalité, ici, c'est le territoire même des oppresseurs. Moi, je suis d'accord pour chacun chez soi, à condition du partenariat. L'Afrique, c'est 86% des ressources donc, qui financent le monde, parce que c'est de nos ressources. Faux. Donc, si on part sur du partenariat, on n'est pas partagé. On n'est pas un peuple qui dit, va dire, voilà tout pour nous. Voilà, maintenant on va recommencer la vidéo. On recommence la vidéo. Oh là là. Celui qui a le plus de solidarité pour un idiot, c'est idiot. Celui qui a le plus de solidarité. Oh là là. Comment je fais pour ça? Là, je suis en train de me voir à la télé. Donc, on va réécouter la vidéo ensemble. Et donc, on va commenter. Vous allez voir des petits détails intéressants. Alors, putain, comment ça s'est déconnecté? Allez, on déconnecte et on reconnecte. Rester vivre sur notre... Du piège global dans le... Voilà, donc, premières observations. Ça, c'est quelqu'un qui est tous les jours sur Internet à râler et à aboyer derrière Paul Biya. Quand il s'intéresse aux affaires du Cameroun, Paul Biya est l'unique et seul responsable du désastre camerounais. Donc, pour vendre ses livres dans l'espace camerounais, il accuse Paul Biya et il met en avant Maurice Kamto. Donc, techniquement, c'est Paul Biya le responsable parce que c'est lui le président. Dans le but de vendre son livre, parce que regardez qu'il prend bien soin, hein, il prend bien soin sur la caméra d'afficher son livre pour que les gens voient. Donc, c'est dire à quel point les ventes, ça a quand même du mal à marcher. Et donc, il est obligé d'aller dans les histoires de LDNA pour essayer de vendre son livre. Vous voyez? Donc, dès qu'on l'interroge, là, paf, d'abord, je prends le livre, je balance comme ça face caméra pour que les gens voient bien que je vends un livre. Et donc, il n'est pas là-bas par conviction, le mec. Hein. Et du coup, le discours dans ce milieu, c'est que c'est Macron qui place Paul Biya et que c'est Macron qui empêche. Donc, si Macron place Paul Biya, ça veut dire que Macron fait l'ingérence. Et du coup, comment on peut reprocher à Macron de ne pas s'intéresser à la guerre? C'est un peu contradictoire, là, non? Écoutons un peu le discours du mec. Nous sommes tous pris. Les Africains croient venir ici en trouvant un Eldorado et en fait, ce qu'ils retrouvent, c'est l'exploitation et le racisme, au fond. Voilà la question. Hein. Vous êtes en train de manifester pourquoi? Est-ce que quand tu partais de ton pays, tu pensais qu'ici, Mbeng allait être le paradis et tu es surpris parce que c'est dur, c'est caillou, tu viens manifester pour chialer? En fait, le journaliste se fout de sa gueule. Le journaliste est en train de dire que, mais attends, quand tu partais de ton pays, tu croyais que tu arrives ici, tu ne fous rien, tout devient à ta portée. C'est ça la question. Hein. Je sais pas. Si vous voulez, on peut réécouter la question. Le journaliste lui dit, mais est-ce que quand tu partais du Cameroun, tu t'attendais à trouver le paradis et tu arrives, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu croyais et du coup, tu es en train de manifester. Voilà la question. Une façon de dire, mais tu pensais que tu partais où? Est-ce que tu pensais que tu partais dans un pays où il faut travailler pour réussir? Ou tu pensais que tu partais dans un pays où tu t'assois, on vient te servir et du coup, comme tu te rends compte que ce n'est pas l'Eldorado, tu marches. Au lieu donc d'expliquer d'abord ce qu'il fait, de dire, bon non, à titre personnel, je suis arrivé en France, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'arrive à travailler, j'ai un boulot, j'en suis plutôt satisfait, mais cela ne doit pas m'empêcher d'être conscient qu'il y a des manquements vis-à-vis des relations
entre la France et le Cameroun et a seulement embrayé sur son truc. Il n'a pas répondu. Regardez sa réponse. Donc, réécoutez bien le journaliste. Réécoutez bien le journaliste. Hein. En fait, ce qu'ils retrouvent, c'est l'exploitation et le racisme, au fond. Justement, c'est la raison pour laquelle nous voulons... Donc, tu as quitté le tribalisme dans ton pays. Tu pensais que tu allais arriver en France, ça allait être le paradis. Est-ce que tu es surpris tu es surpris que non, arrivé... tu es surpris de tomber dans un pays où il faut travailler pour mériter ce qu'on gagne, quoi. Et là, c'est pour ça que tu es manifesté. Voilà la question. Réponse de Kamit Le Berti ou Kerti Le Bamit, je ne sais pas trop. Chez nous. Nous voulons rester chez nous. Nous voulons... Et le racisme, au fond. Justement, c'est la raison pour laquelle nous voulons rester chez nous. Non, justement, c'est la raison pour laquelle nous voulons rester chez nous. Bon, quelle raison? C'est parce que tu as trouvé le racisme en France que tu veux rester chez toi? Ok. Mais qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi? Si le racisme qui est en France est pire que ce que tu as chez toi, mais qu'est-ce qui t'empêche de rester chez toi, connard? Hein, tu prends ton billet d'avion. Je pense que tu as travaillé, tu as moins cotisé pour les assiettes. Comme tu es laveur d'assiette, tu prends ton salaire. Le billet d'avion, c'est moins de ton salaire. Hein. Tu prends ton prochain salaire, tu es direct au Cameroun, man. Sans problème. Donc tu dis, nous voulons rester chez vous comme s'il y avait une contrainte qui t'empêchait. Et regardez la contrainte qu'il va trouver parce qu'évidemment, il y a toujours ce petit numéro de pleureur. Ah, les Français, ce sont eux qui viennent piquer nos richesses. Ou je ne sais pas, tu vas aller écouter. Nous voulons rester vivre sur notre continent, auprès de nos familles. Nous voulons rester auprès de nos amis. Nous voulons rester sur le continent où il fait beau toute l'année. Nous ne voulons pas forcément venir en Europe. Voilà. Donc, nous voulons rester sur notre continent auprès de nos familles. D'accord? Bon, je pense déjà qu'il y a beaucoup même de Français qui sont au Canada et qui s'en sortent très bien, qui sont loin de leur famille. Ils n'ont pas spécialement l'air de s'en plaindre. Par exemple, quand quelqu'un vit à Paris et que sa famille est à Brest, en TGV Paris-Brest, il y en a pour 4 heures, 4h30. Quand tu vis à Paris et que ta famille est à Nice, en TGV entre Paris et Nice, il y en a pour 5 heures, à peu près. 5 heures. 5 heures de temps. D'accord? Paris-Yaoundé, c'est 6 heures en avion. 6 heures. Donc, la relativité en matière de distance, il faut calmer un peu. Hein. Rien ne t'empêche de prendre le billet d'avion. Tu travailles en France, tu prends un billet d'avion, tu vas voir ta famille. Donc ça, c'est un faux prétexte déjà pour commencer. Si tu tiens, tu vas voir ta famille tout le temps. Moi, je connais des cousins qui sont à Yaoundé. Je connais des gens qui sont à Yaoundé. Entre eux, ils sont à Yaoundé même. Mais j'ai les nouvelles des deux. Mais ils n'ont pas les nouvelles entre eux-mêmes. Pourtant, ils sont à Yaoundé ensemble. Donc, quand vous arrivez en Bengou, vous faites le prétexte que, oh, j'étais avec mes amis, on m'a tiré. Mes amis d'enfance. Je prends l'exemple de Clément et Thierry. Ils sont encore au Cameroun tous les deux. Et à une certaine période, c'est moi qui donnais les nouvelles de Thierry à Clément. Et c'est moi qui donnais les nouvelles de Clément à Thierry. Pourtant, les deux sont au Cameroun et les deux sont à Yaoundé. Vous expliquez ça comment? Donc, je vais venir en France pleurer que, à cause de la colonisation, j'ai dû quitter tous mes amis venir en France. Ben, ceux qui sont restés au Cameroun, ils ne se parlent même plus. C'est même pas qu'ils ont un problème. C'est que la vie a fait que chacun est dans son coin. Le gars est encore dans le logiciel comme si s'il était resté au Cameroun, il pouvait encore le taper les commentaires avec ses amis. Mais non, quand les gars ont des enfants, le mec qui se lève le matin, le gars doit chercher à donner à manger à son enfant. Tu n'aurais plus eu ce temps-là. Je vous dis, mes amis d'enfance avec qui on était proches, ceux que j'ai laissés au Cameroun, ils sont encore au Cameroun ensemble, mais non, ils n'ont pas les nouvelles l'un de l'autre. Il y a WhatsApp aujourd'hui, hein? Il y a Facebook. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui de garder le contact. Ils n'ont pas de nouvelles l'un de l'autre. C'est quand même incroyable, ça. Je me souviens à une époque, il y a un ami qui est au Canada, qui s'appelle Rudy. Il y a un autre qui s'appelle Habib Dubled. Les deux étaient encore au Cameroun. C'est moi qui explique à Rudy que, est-ce que tu sais que Tagne Francis, qui se fait appeler Habib Dubled, c'est en ton hommage qu'il a fait ça. Ah bon? Le mec, il était à l'essai, il ne savait même pas. Les deux sont au Cameroun, je suis en France, c'est moi qui lui dis. Non mais, le gars vient dire en fait que non, c'est à cause de la France. Non, si tu étais resté au Cameroun, pas sûr que tu aurais même les nouvelles de tes amis. Peut-être qu'ils ne te géreraient même pas. Si tu aimes encore les nouvelles, ils font semblant que tu leur manques. C'est peut-être parce qu'ils veulent gratter les mbindi d'eau de tes lavages d'assiettes là. Tu vois, non? Quand tu laves les assiettes, ils veulent gratter un peu dessus. C'est pour ça qu'ils gardent des nouvelles avec toi. Mais si tu étais resté au Cameroun, ils ne te géreraient pas. Ils s'en foutraient. Moi, quand je suis arrivé en France, j'en ai fumé quelques tantes, hein, qui me disaient, mais Serge, depuis que tu es parti du Cameroun, je n'ai pas eu de nouvelles. Déjà, j'ai fait 3 ans avant de partir du Cameroun. Tu as cherché mes nouvelles? Non. Bizarrement, quand j'arrive en France, il faudrait que je cherche de tes nouvelles. Je te connaissais quand on était à Yaoundé. Quand on a affecté mon père à Foumbot, je n'ai plus jamais eu de tes nouvelles. Plus jamais.
Je suis arrivé à Yaoundé. J'ai fait 3 ans à l'université. Tu n'as jamais cherché de mes nouvelles. Subitement, quand tu entends que je suis en France, c'est là que tu cherches mes nouvelles pour me rappeler que tu es ma tante, que quand j'étais petit, ça t'arrivait de me porter, tu me dorlotais, je dormais. J'ai fumé la matière là. C'est comme ça que vous êtes. Non, Kerti le Bamit. Si tes amis gardent le contact avec toi et font semblant que tu leur manques, c'est pour gratter tes mbinzi d'eau de lavage d'assiette. Rien de plus. Si tu étais resté au pays, tu serais avec d'autres personnes que tes amis. On s'adapte à son nouveau monde. Tu as des amis d'enfance. Quand tu arrives au primaire, tu as des amis du primaire. Tu arrives au lycée, tu as des amis du lycée. Tu arrives à l'université, tu as des amis de l'université. Dans le monde professionnel, tu as des amis du monde professionnel. Et dans ma vieillesse, j'aurai des amis de ma vieillesse. Voilà. En gériatrie, tu ne vas pas réclamer qu'on te met dans le même centre que tes amis. Si la famille de tes amis a décidé, je ne sais pas moi, si j'ai 92 ans et que moi, on me met dans dans une maison de retraite à Nantes, je ne vais pas réclamer que non, il faut qu'on aille me mettre dans une maison de retraite là-bas à Sarcelles pour que je sois à côté de mon ami Bertie Le Camille, lui aussi vieux, s'il n'est pas déjà mort. Non, soyons sérieux. Quand tu as 10 ans, tu as des amis de ton âge de 10 ans. C'est rare les quelques amis avec qui on garde le contact dans toute notre vie. On a beaucoup d'amis, mais on ne garde pas le contact avec tous. Tu as des amis au primaire. D'ailleurs, j'ai des amis que j'avais quand j'étais en CP. J'ai des amis que j'avais en CM1. J'ai des amis que j'avais en CM2. J'ai des amis que j'avais en 6e. J'ai des amis que j'avais en 5e. Quand j'ai redoublé, certains de mes amis sont partis en 4e. Je suis resté en 5e. Je me suis fait d'autres amis avec qui on a progressé. Quand je suis arrivé en 4e, on a changé de maison. J'ai eu d'autres types d'amis, mais des gars plus studieux. Tu vois? Je n'avais pas les mêmes amis en 3e qu'en 5e quand j'ai redoublé. J'avais des amis sérieux. J'ai eu des amis, quand je faisais seconde, c'est à peu près avec les mêmes amis que je suis allé jusqu'en terminale. Et on va dire j'ai été plutôt la locomotive de mon groupe d'amis en fait. C'est-à-dire après avoir été le ding-dong, là, celui qui ne comprenait rien à l'école, j'étais la locomotive. Ce n'étaient pas les mêmes amis. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai eu d'autres amis. Quand je suis arrivé en France, j'ai eu d'autres amis. Je ne suis pas arrivé en France, dit non, on aimerait rester chez nous, hein, où il fait. Voilà. Deuxième argument fallacieux. Il explique qu'il fait beau partout en Afrique. Mais mon type, tu as eu le temps dans le désert. Donc tu ne vas pas me dire que la chaleur du désert te manque. Tu es passé par le désert, Camille. Je ne suis pas sûr que comme touriste, tu aimerais retourner dans le désert. Parce que dans le désert, il fait plus beau qu'au Cameroun. Hein. Il fait meilleur dans le désert qu'au Cameroun. Si on juge la qualité du climat à la chaleur, il fait meilleur dans le désert qu'au Cameroun. Je ne suis pas certain que toi qui sois passé par là, d'ailleurs, qui le raconte dans ton livre, je ne suis pas certain que tu as envie d'y retourner. Hein. Je ne suis même pas sûr. Tu vois? Pourtant, il fait beau là-bas. Donc, il faut arrêter les conneries. En fait, c'est sous-entendu. Il y a un sous-entendu derrière que il fait beau chez nous et chez vous, il fait mauvais, vous les Blancs. Mais si le Blanc dit ça, que votre climat est pluvieux, moustiqueux, propice aux maladies, vous allez dire qu'il est raciste. Regardez le sous-entendu qu'il y a derrière. Tout simplement parce qu'il est naïf. Est-ce que tu sais donc que beaucoup de princes arabes, là, ils payent leur jet privé, ça atterrit là, dans les Alpes. Il y a des aérodromes dans les Alpes pour recevoir les jets privés. Le mec qui part de Dubaï, il atterrit là. Pour les sports d'hiver, il n'a pas la neige chez lui. Vous croyez que le gars ne veut pas aussi voir la neige? La neige, voir la neige, jouer dans la neige, c'est le rêve de tous les enfants au Cameroun. À la place de la neige, ils ont la boue. Tu préfères jouer dans la neige parce que toi, tu ne connais pas l'enfance. Tu ne connais pas. Je ne sais même pas quel genre d'enfant tu élèves. Mais tu penses vraiment que ma fille Megan a envie d'aller jouer dans la boue au Cameroun? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle a envie de jouer dans la neige, pas dans la boue. Quand mon professeur d'anglais, M. Poumier, qui avait passé du temps en Angleterre, nous racontait comment c'était en Angleterre. Nous, on avait tous envie d'aller en Angleterre. Qui nous racontait comment on prenait les giboulées des neiges, on jetait sur les gens, on jouait avec la neige. Moi, j'avais envie de jouer à ça. Je n'avais pas envie de jouer avec ça, avec la boue, mon coco. Donc, oui, l'hiver, il y a des gens qui l'attendent. L'hiver, c'est une saison aussi qui rapporte de l'argent. Il y a des gens qui attendent de l'hiver parce que c'est là-bas qu'ils vont gagner leur argent. Vous voyez? Le blanc a su vivre avec ses 4 saisons. L'hiver, pour le blanc, ce n'est pas le drame. Ce n'est pas un drame. Il fait froid, oui, mais il aime ce froid-là. Il y a des cultures en France qui ne peuvent pousser qu'en hiver. Quand l'hiver n'est pas aussi rude, ça fait perdre de l'argent à certains agriculteurs. Est-ce que vous le savez? Il parle de ça. Mais déjà, je tiens à rappeler en France qu'en France, il n'y a qu'une saison et demie où on peut parler de froid. Une partie de l'hiver, hein, et une partie de l'automne. Le reste du temps, la température est acceptable, mon coco. Hein, moi, je n'ai pas envie de vivre à Douala où il fait 40 degrés extérieur, hein, à l'ombre. Je n'ai pas envie de vivre là-bas, mon coco. Je suis très bien. Je suis très bien. On est en plein été là chez moi. Est-ce que vous m'avez vu suer? Un même gars à Douala, en saison sèche, ça peut faire le direct comme ça dans son salon sans climatisation. Sans climatisation. Vous avez entendu le bruit d'une climatisation en train de marcher là? Vous m'avez entendu suer. Pourtant, je suis en plein été.
il va faire 30, 35 degrés. Tu entends quoi donc? Regardez le sous-entendu. Le jour, quand moi je viens dire que l'Afrique est sale, on me dit que j'insulte mon continent. Lui, il vient en fait dire que l'Europe a un climat pourri. Il a le droit de le dire. Parce qu'il est bête. Il ne sait pas ce que c'est que les sports de neige. Il ne sait pas ce que c'est que les sports d'hiver, pardon. Il ne sait pas ce que c'est que les vacances d'hiver. Il ne connaît pas ça. Il ne sait pas, ce n'est pas dans son logiciel. Quand il prend son RER entre Barbès, Rochechouart et Château-Rouge, il ne connaît pas, il ne croise personne là-bas qui puisse lui raconter que non, j'étais dans les Alpes ce week-end, j'étais à Stade, je sais pas, j'étais au Grand Bornand, j'étais à Annemasse, j'étais à Annecy, j'étais en Savoie passer les vacances d'hiver. Non, il ne raconte pas, il ne connaît pas ce genre de personne. Il ne connaît pas. Mais je peux vous garantir que ma petite soeur qui est arrivée il y a simplement 5-6 mois a déjà rencontré des vraies personnes. Quand tu causes avec des gens qui ont son âge, ça parle de maison, ça parle de vacances, ça parle de j'ai fait ci, ça parle de j'ai fait ça. On tombe sur un Camerounais qui a 42 ans, il est encore villageois. Quelle honte! Vous n'avez pas marre de ridiculiser les Africains? C'est vous qui salissez les Africains. Je ne fais que constater. Mais c'est moi que vous accusez. En fait, au Cameroun, on casse le thermomètre au lieu de guérir la maladie. Voilà. Quand il met son thermomètre, là, ça donne 42 degrés, il casse. C'est moi qu'on attaque. Mais je ne fais que constater comment vous êtes bête. Depuis que tu es ici, tu as rencontré même un jeune blanc là, qui a ce genre de pensée, villageois comme ça. Ça parle que des gens qui achètent des maisons. Elle, ça fait même pas 4 mois qu'elle est en France. Mais elle a rencontré plus de vrais gens que ce genre de raclus. Que quand elle s'assoit autour de la table, moi on parle, ça parle de j'étais en vacances à tel endroit, ça parle de je vais aller en vacances à tel endroit, ça parle de je suis en train d'aménager ma maison, ça parle de je suis en train de faire ça. Voilà le genre de commentaires qu'elle a. Vous croyez qu'elle peut écouter le genre d'animal comme vous? Vous allez la voir à Paris en train de manifester qu'elle est persécutée? Non mais regardez-moi comment vous êtes villageois. Bon, on continue. Mais quand encore les Français, Emmanuel Macron est au courant, ce sont eux qui placent encore les dirigeants chez nous. Je viens du Cameroun, un pays où il y a une guerre. Allez, vas-y, Gab, vas-y, présente bien ton livre, dis donc. Dis simplement là que tu es venu vendre ton livre. Tu ne sais même pas ce que tu es venu faire là. Tu ne sais même pas ce que tu es venu faire là. On ne t'a pas demandé de parler de la politique du Cameroun. La LDNA, ce n'est pas ça. Tu es dans un truc de la LDNA. Parle des Noirs qui sont persécutés en France. Dis qu'on te contrôle dans le métro 28 fois. Tu vois, même ça, il ne parle pas. Quand on vous dit que vos combats là, c'est le mensonge, voilà Bertie le Camite. S'il était contrôlé 28 fois dans le métro, c'est exactement ce dont il aurait parlé. Mais il est activiste pour parler de quoi? Pour parler des affaires du Cameroun. C'est ce qui lui tient à cœur. Il ne va pas mentir. Son subconscient ne va pas inventer que quand il marche en France, on le contrôle 28 fois. Ça ne lui est jamais arrivé. Mais il ne peut pas le dire. Parce que si ça lui était arrivé, c'est par là qu'il aurait commencé. C'est là qu'il aurait commencé. C'est la phrase qu'il aurait prononcée que oui, nous sommes arrivés ici simplement pour travailler, nous travaillons honnêtement, nous gagnons nos vies honnêtement, on en a marre d'être stigmatisés, d'être pointés du doigt comme des voleurs. Il aurait pu dire ça, ce qui aurait été évidemment faux, parce qu'on ne pointe pas les Noirs en France. C'est les Noirs qui sont voleurs, c'est parce qu'ils sont voleurs qu'on accorde une probabilité forte de malhonnêteté à un Noir. Ce n'est pas par rapport à sa couleur de peau, mais c'est par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire culturellement, parce que le Noir n'est pas responsable de ses actes. Le Noir n'est pas conscient de ce qu'il fait. S'il avait été contrôlé 28 fois par la police, c'est par là qu'il aurait commencé. Parce que vous allez voir le monsieur qui est juste après. Vous n'entendez pas dans l'extrait. Vous ne l'entendez pas parler dans cet extrait parce que j'avais juste copié la partie Bertie le Camite. Mais l'extrait de ce monsieur que vous allez voir juste après Bertie le Camite est aussi rigolo. Il dit qu'il vit à Melun et qu'il est contrôlé 5 fois par jour à Melun. Là où il ment, c'est que mon petit frère a construit à Melun. Platini a construit à Melun. Donc si je demande à Platini, Platini n'a jamais été contrôlé. Platini n'a jamais été contrôlé à Melun. Il prend tous les jours le RER pour aller sur Paris et rentrer quand il va travailler. Il n'a jamais été contrôlé. Voilà donc le joke que vous allez écouter après. Vous n'allez pas avoir cet extrait ici. Je ne sais même plus où j'ai pris cette vidéo. C'est quelqu'un qui m'a balancé le lien. J'ai simplement fait la capture de la vidéo. Il faudrait que je retrouve la vidéo entière sur YouTube. C'était sur YouTube. Vous entendez le gars dire qu'il vit à Melun. C'est pas normal qu'il vit à Melun. Il est noir, il est contrôlé 5 fois. C'est pas, mais il est normal. Toujours des mensonges. Vous êtes obligé de mentir. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du tireur texan. Votre théorie, c'est que le blanc est raciste. Il faut chercher des histoires abracadabrantextes pour alimenter ce genre de théorie. Des histoires les plus fallacieuses qui existent. Tout noir qui vous raconte, c'est toujours une histoire qui ne tient pas la route. C'est toujours une histoire qui ne tient pas la route. Soit il ne te dit pas exactement ce qu'il a fait pour qu'on le plaque au sol, soit il ment. Soit on l'a plaqué au sol, et dans ce cas, il ne dit pas tout.
Il n'y a que deux possibilités. Soit on l'a vraiment plaqué au sol violemment, et dans ce cas, il ne dit pas tout. Soit il ment. Vous avez vous-même vu la vidéo de la nana qu'on a plaquée au sol, elle a commencé à crier qu'elle était enceinte. Qui a commencé à chercher les policiers? C'est pas elle. C'est vous qui voulez jouer au fait que comme il y a le Black Lives Matter, vous pensez que vous pouvez profiter de l'occasion pour attaquer les policiers et être impuni. Tu attaques le policier, il t'aplatit, mon type. Il n'est pas payé pour ça. Même si vous allez polémiquer là-bas, machin. Si vous tentez votre maman, il se met en grève. Si vous avez plus confiance à un voyou qu'à un policier, le jour qu'il y a un braquage, vous appelez un voyou, vous n'appelez pas la police. Vous appelez un voyou. Il faut qu'on mette un numéro à disposition. Il faut que les grands voyous de France, là, vous mettez un central téléphonique à disposition. Comme ça, tu as le choix entre 911 hein, ou le numéro du voyou. On va appeler ça 666, hein, le code barre de l'enfer, là, 666. Voilà. Comme ça, tu as le droit. Quand tu as un voleur qui rentre chez toi, au lieu d'appeler la police au 1, 2, 3 ou au 911, au 112 ou au 911, mais tu appelles le 666. C'est un braqueur qui arrive chez toi, qui va d'abord, non, qui va neutraliser le voleur et au passage va prendre sa commission. Il va prendre ton téléviseur pour dire, bon, j'ai évité le braquage de ta maison en entier, je m'en vais à la télé. Tu ne vas pas discuter. Il faut qu'on mette en place. Si je suis, ouais, c'est parce que hein, vous n'avez pas les dirigeants cyniques comme moi. Je vois une polémique comme ça avec la police. Je vais appeler tous les grands voyous là. Je leur dis, donnez-moi un central téléphonique, une ligne. Comme ça, le français normal, il a le choix. Camélia, Jordana, Omar Sy et tous ces crétins-là, ils ont le choix. Option A, quand il y a un braqueur chez lui, j'appelle la police. Ah ben non, je n'aime pas les policiers, ils sont racistes. Option B, ben j'appelle Mamadou, hein, le trafiquant de drogue du coin. Lui, il s'y connaît. Tu vois, lui, j'ai confiance en lui. Tu vois, c'est le mentor de Mamadou, d'Adama Traoré, tu vois. Donc, j'ai confiance en lui vu que j'aime Adama Traoré, tu vois. Toi, tu es aux États-Unis. Tu as un voyou chez toi. Soit tu appelles le 911, ou alors tu téléphones à George Floyd. À la famille, tu dis George Floyd devait bien avoir des potes, il devait bien faire partie d'un réseau de voyous. Bah, tu téléphones à ce réseau de voyous, ils viennent te gérer, gars. Comme ça, on est tranquille, tout le monde est content. Ceux comme nous qui aimons la police, on appelle la police. Comme ça, la police ne va pas déborder. Toi qui n'aimes pas la police, tu appelles ton frère voyou, il vient te gérer. C'est tout. Voilà donc que lui, il est à une association, à une manifestation contre le racisme. Il vous parle de Paul Biya et de la guerre du Nozo. Sérieusement. Ça veut dire qu'il ne sait... Soit il ne sait pas pourquoi il est sorti, soit voilà clairement quelqu'un qui est en plein numéro d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il n'a jamais subi le moindre racisme en France, de telle enseigne qu'il a un journaliste. Au lieu de faire entendre sa voix de victime contre le racisme, il vous parle du Nozo. Il vous parle de Paul Biya, il vous parle de Kamto. Et surtout, mieux que ça, il vous parle de son livre. Parce que ça, c'est ce qui est le message qu'il essaie de passer, qui est implicite. C'est le livre. En 2016, ça fait 15 à 16 000 morts maintenant. Et Macron est au courant. Tous ces politiciens français sont au courant. Et il y a des enfants de ces régions qui sont massacrés, qui ont fui au Nigeria. Beaucoup ont pris la mer, ils sont morts dans la mer. Beaucoup ont pris le désert, ils sont morts dans le désert parce qu'ils fuient pour venir en Europe. Alors qu'en réalité, ici, c'est le territoire même des oppresseurs. Moi, je suis d'accord pour chacun chez soi. Voilà, d'accord. Et quand vous avez des gens qui sont manifestés au Qatar, j'attends aussi une manifestation pareille au Qatar. Moi, j'ai connu une fille au Koweït. Bah, enfin, je dis une fille. Deux. Une de mes cousines et une autre. Tu arrives au Koweït, on prend ton passeport, on dépose. Même pour rentrer chez toi, tu ne peux pas rentrer chez toi comme tu veux. Tu es traité d'esclave. J'attends aussi une manifestation comme ça au Koweït. J'attends une manifestation comme ça au Koweït. J'attends une manifestation comme ça au Qatar. J'attends une manifestation comme ça en Libye. Hein? Oui, vous savez qu'il y a des esclaves en Libye. Ça, ce n'est pas un secret. J'attends une manifestation comme ça en Libye. Nous, on aimerait vivre chez nous. Voilà. Les Libyens qui vous traitent d'esclaves, vous leur pardonnez tout. Vous arrivez en France, vous râlez parce qu'il y a les droits de l'homme en France. Qui a même mis les droits de l'homme là en France, putain? Qui a même mis les conneries comme ça? Les droits de l'homme auxquels vous n'y avez pas accès, puisque vous êtes des animaux. Vous êtes moins que des animaux même d'ailleurs. Vous traitez même d'animal, c'est même insulter un animal. Parce que je vous dis qu'un animal a conscience d'un certain nombre de choses. C'est la seule chose qui leur manque, c'est la raison. Mais vous, il vous manque plus que la raison. Vous, il vous manque en plus de la raison, la conscience. L'animal a la raison. Il n'a pas la raison, pardon. Il a la conscience, mais il n'a pas la raison. Toi, tu n'as pas la raison. Tu n'as ni la raison, ni la conscience. La seule chose avec laquelle tu dépasses l'animal, c'est que tu as la morphologie d'un être humain. Mais tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas un être humain.
Voici donc le Manant qui dit qu'il habite à Mélan. Donc, on n'a pas la partie là ici. On n'a pas la partie là ici. Il dit qu'il habite à Mélan et il est contrôlé tout le temps parce qu'il est noir. Et donc, lui dit, je suis pour que chacun chez soi. Vous allez tu entendre, c'est des pauvres types qui vous parlent de richesse. Il ne va pas te dire qu'il est ingénieur dans le domaine de l'énergie. Il ne va pas te dire qu'il est économiste. Hein. Donc, pour te dire qu'il peut parler de la gestion, il ne va pas te dire qu'il est chef de projet, qu'il est commercial. Ce gars, le gars qu'on vient d'interviewer, c'est un laveur d'assiettes. Et je suis sûr que ce gars, au mieux, il est vigile ou vendeur de tomates, comme Collins. Écoutez bien ce qu'il dit. À condition du partenariat. L'Afrique, c'est 86% des ressources qui financent le monde. Parce que c'est de nos ressources. L'uranium, c'est 86%. Donc, c'est là où vous comprenez même que les journalistes, même, hein, ils ont souvent pitié d'eux. Parce que le journaliste sait très bien qu'il raconte des conneries. Tu vois, non? Mais il dit, oh, putain. Le journaliste écoute le gars comme ça. Il dit, ouais, quel peuple idiot. Mais allez donc aussi en Chine manifester, vu que la Chine aujourd'hui est plus présente en Afrique que l'Europe. Est-ce que vous le savez maintenant? En Éthiopie, les Chinois sont plus présents que les Italiens. Au Cameroun, les Chinois sont partout. Allez aussi manifester en Chine, mes chers cocos. Allez en Chine manifester. L'autre, il dit, je suis pour un partenariat, à condition que chacun se soit. L'Afrique, 87%. Qui vous a dit ça? Donc, il n'y a rien en Amérique. Hein. Vous connaissez la... Mais vous êtes bêtes, hein? Donc, il n'y a rien sur le sous-sol américain. Vous connaissez le sous-sol canadien, premier producteur d'uranium. Le Canada, premier producteur d'uranium. Les Canadiens ont du pétrole, mon cher ami. Tout à l'heure, je vous parlais des stations de pompage. Quand j'allais aux États-Unis en déplacement, le fournisseur était américain. Mais c'était pour un puits de pétrole qui était à Dawson Creek, à presque 2000 km de Vancouver, dans l'ouest du Canada. Ils ont du pétrole, les Canadiens, mon cher ami. Ils ont du pétrole. Les Canadiens ont un sous-sol d'une richesse hallucinante. Mais vous ne les entendez pas faire le bruit. Les Canadiens sont riches parce que tout l'uranium qui est dans leur sous-sol, ils le vendent à l'état fini. Ils le vendent à l'état fini. Le Niger est le deuxième ou le troisième pays où il y a l'uranium au monde. Mais le Niger n'est pas capable de transformer son uranium. Elle est là la différence qu'il y a entre le Niger et le Canada. Elle est là la différence. Le Niger se contente de dire, nous on a les richesses. Mais ils ne savent rien en faire. Je vous ai dit, vous avez une richesse au Congo qu'on appelle le fleuve Congo. Potentiel énergétique 44 gigawatts. 44 gigawatts. Plus de 30 centrales nucléaires. Inexploitées. Le blanc ne vous l'a pas volé, mais vous êtes encore à la lampe chez vous. C'est ça la preuve que même quand on vous laisse votre richesse, vous ne pouvez rien en faire. Le Congo, le fleuve Congo serait une rivière qui traverserait le Canada. Le Canada fabriquerait l'énergie qu'il vendrait même jusqu'au Mexique. Pour vous dire. Le Canada fabriquerait l'énergie qu'il vendrait même jusqu'au Mexique. Pour vous dire. Vous avez des puits de pétrole. Vous avez des oléoducs. Vous connaissez la puissance du pétrole en Alaska? Vous croyez que la richesse principale de l'État de l'Alaska, c'est quoi? Soyons sérieux. Le gaz. Le gaz. Vous avez des puissants oléoducs qui traversent tout l'océan Pacifique pour aller sur la côte ouest américaine, transportant le pétrole. Vous êtes là, 87% de richesse. Le premier pays producteur de pétrole, le pays qui a la plus grande réserve de pétrole aujourd'hui, c'est un pays qui est en crise. Il s'appelle le Venezuela, connard. Je vous dis, le pays qui a la plus grande réserve de pétrole au monde connu actuellement, c'est le Venezuela. J'arrive là-bas avec mon pain, là, je peux acheter 100 litres d'essence. Je prends la baguette de pain que j'ai là, j'arrive à Caracas. Je dis ça à quelqu'un que prend. Tu me donnes 100 litres d'essence. Il me donne 100 litres d'essence raffinée contre un morceau de pain. Allez regarder ce qui se passe au Venezuela actuellement. C'est la catastrophe. Vous parlez de quoi? Faites comme s'il y avait que les richesses en Afrique. Dieu avait donné la richesse en Afrique, mais avait refusé ailleurs. D'ailleurs, admettons même que c'était vrai. C'est juste logique que Dieu ne vous ait pas donné le cerveau. On ne doit pas tout vous donner non plus. Hein, il ne manquerait plus que ça. On part sur du partenariat, on n'est pas partagé. On n'est pas un peuple qui va dire, voilà tout pour nous. Voilà. Donc, conclusion, vous êtes bêtes. Vous ne servez à rien. Et si vous souffrez tellement, il y a quelque chose que vous pouvez faire avec dignité. C'est de vous suicider en masse, les gars.
Vous êtes tellement malheureux. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire ce matin. Moi, je dois travailler. Parce que ce n'est pas parce que je suis à la maison que j'ai rien à faire, les gars. Il faut que je work ma chose. Il faut que je pointe mes dos. J'ai déjà des mails là. Dans ceux qui disaient que je fais quoi à la maison là. Regardez, là, moi, je suis en train de work. Donc, vous voyez, là, je travaille avec des gars qui sont c'est pas les Français, hein. Regardez. Le monde, regardez. C'est pas les Français. Voilà. Le monde, c'est un petit village. Le jour qu'au Cameroun, vous allez commencer à travailler sur des projets, on va aller voir les Nigérians, on va voir le Gabonais, on va voir le Centrafricain qui a besoin d'une pièce le matin, il écrit à Douala. Ouais, man, j'ai besoin de telle pièce, là, tu peux m'acheminer ça? Oui, je te fais envoyer ça rapidement, la machin. Ça arrive par le prochain vol. Tu vois, le jour où vous allez arriver à ce niveau-là, non? On va pouvoir en parler. Vous voyez, nous, tu peux être à Nantes, tu bosses sur un projet qui est en Écosse avec tes bureaux qui sont à Marseille. C'est ça. Le monde n'est qu'un village. Bonne soirée, bonne journée à vous. Si le volume a été bon, vous repartagez. Remplissez les cœurs là si le volume a été bon. Celui qui sait que c'est douloureux mais nécessaire, la vérité, qui like. Par contre, celui qui dit que c'est mieux de vivre dans le mensonge, eh bien, qui m'insulte aussi, bien sûr, puisque lui, par contre, je vais le liquider juste après, il n'aura pas deux fois l'occasion. Si vous avez aimé la vérité, la façon de voir les choses, partagez, envoyez ça à vos frères. Ouvrez-leur l'esprit. Il faut éviter que la jeunesse suive le même chemin que les vieux pères qu'on voit là. Ces gens idiots. C'est toujours ces gens bêtes qui parlent de richesse. C'est toujours ces illettrés, ces vigiles en France, ces laveurs d'assiettes. C'est toujours eux dans la victimisation qui parlent. Sous prétexte du racisme, ils cachent leurs échecs. Leurs échecs individuels. Sous prétexte du racisme. Sous prétexte du racisme, ils veulent masquer leurs échecs individuels. On sera là pour les traquer. On sera là pour les traquer. Ne vous contentez pas que de partager dans vos e-box. Partagez ça dans tous les groupes. Ne laissez pas ces abrutis casser vos rêves. Ne leur laissez pas vous imposer une vision de ce que vous ne voyez pas. Il y a des gens qui n'ont jamais été contrôlés en France qui m'ont dit « J'ai fini par croire que les Français étaient racistes parce que j'ai cru en la bonne foi de ces gars-là. Je me disais que j'étais simplement chanceux. » Non, tu n'es pas simplement chanceux. C'est juste que tu te comportes bien. Eux, c'est des raclures. Toi, tu es arrivé en France, tu travailles, tu es commercial. Est-ce qu'on t'a contrôlé? Non. Tu te lèves le matin, tu travailles, tu es en costard, cravate, tu sautes le portillon du métro, tu voles. Non, on ne t'a jamais contrôlé. Voilà. Lui, il est laveur d'assiettes, déjà pour commencer. Et il est rempli de complexes. Donc, ce qui fait que quand il voit le policier, il a toujours cette tendance-là à penser que le policier vient l'agresser, alors que le policier ne fait que son travail. Il répond mal au policier. Tu as mal répondu au policier? Non. Voilà. Lui, il répond mal au policier. C'est pour ça que parfois, il finit aplati au sol et à poil fouillé au corps. Toi, ça ne t'est jamais arrivé parce que tu te comportes bien. C'est tout. Ce n'est pas une coïncidence que ça ne te soit pas arrivé. Donc, ne sois pas solidaire de leur combat stupide. Ne sois pas solidaire de ce combat débile. Ça ne te regarde pas. Ton combat, c'est ta vie. C'est de mériter le respect qu'on te donne, de continuer à le mériter. Ce n'est certainement pas dans la victimisation. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense que ce genre de vérité est nécessaire, vous savez quoi faire. Bonne journée à vous. Ok, pardon. Ce soir, je crois que j'ai une séance. Ce soir, j'ai une séance de... Je crois que c'est la physique aujourd'hui. Pour ceux qui préparent le bac. Je ne corrige pas les exercices. Je vous apprends simplement à vous ouvrir, à ouvrir votre esprit sur le monde qui vous entoure. Voilà. Donc, je vous dis rendez-vous cet après-midi où il y aura une petite séance de travaux dirigés. Mais ça sera sur YouTube. Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, vous pouvez vous y abonner. Vous pouvez suggérer ça aux jeunes qui préparent le bac de s'y abonner. Et puis voilà. Bye bye. Moi, j'ai encouragé les gens à acheter son livre, Bertrand Mélodie. J'ai encouragé, mais je ne lis pas les livres. Je n'aurai pas le temps. J'aurais bien aimé, oui. Si quelqu'un a lu son livre et qu'il a compris, je l'appelle en direct. Il raconte les extraits de son livre qui est intéressant. On décrypte ensemble, mais je n'ai pas le temps. Je ne vais pas lire son livre. Je n'ai pas le temps. Même le livre de Chirac, c'est dans ma cave, là. J'ai acheté le livre de Chirac, je n'ai même pas fini de lire. Ce n'est pas un problème personnel contre Bertil Le Camite. Ce n'est pas parce qu'il est bête que je refuse de lire son livre. Ça, non. Ce serait idiot de ma part que d'avoir ce prétexte. C'est juste que par principe, je déteste lire. Je déteste lire. Voilà. Donc, je ne lirai pas son livre. En revanche, si quelqu'un a lu son livre et qu'il est prêt, il vient, on est ensemble, co-animateur. Comme ça, il dit, j'ai lu tel endroit dans son livre là qui me paraît intéressant. On décrypte ensemble, tout simplement. Merci.
Merci Bertrand. Donc si tu as lu le livre Bertrand, je suis tout à fait intéressé par ta proposition, à condition que ce soit toi qui arrives, tu me dis les passages qui t'ont intéressé et on les décrypte ensemble à l'antenne. Mais voilà donc quelqu'un maintenant qui dit que la haine te donne quoi? Je n'ai pas fini de lire le livre de Chirac que j'aime. Tu appelles ça quoi, Youn Eric? Vous êtes toujours en train de chercher la haine chez les gens parce que vous êtes rempli de haine. C'est parce que tu es rempli de haine que tu vois la haine. J'ai dit, autant Berthier Camille, t'es idiot. Mais moi, j'ai fait un direct ici pour encourager les gens à acheter son livre. Est-ce que tu le sais, Youn Eric? Est-ce que tu le sais? Ceux qui sont là peuvent témoigner. J'ai fait un live ici pour dire, même si c'est un con, même si c'est un camtosa, ne serait-ce pour son expérience, ne serait-ce pour parfois, parce que son expérience n'est pas un cas isolé, il y a des sardinats qui sont passés par là. Et comme il a écrit le livre, son expérience peut permettre de savoir ce que certaines personnes ont vécu, y compris des frères, des membres de la famille. Donc j'ai appelé à acheter son livre, tu vois. Ça, par contre, ce n'est pas le genre de choses que vous verrez les talibans en faire la publicité. Moi, à titre personnel, j'ai dit je ne le lirai pas. Non pas parce que j'ai un problème personnel avec lui, ou non pas parce que je sais qu'il est idiot. Je ne le lirai pas tout simplement parce que je déteste lire. C'est la nuance. Moi, je n'ai lu aucune œuvre quand j'étais au lycée. Les seuls livres que j'ai lus, c'est le livre de philosophie. Je n'ai lu aucune œuvre. Je n'ai lu aucune œuvre. Une forêt blanche et sèche. Une forêt blanche et quoi là, je sais plus trop quoi. Une saison blanche et sèche, pardon. Je ne l'ai pas lu, j'ai regardé le film. Quelqu'un avait la cassette du film quand je faisais première. J'ai lu les bêtises. J'ai vu la vidéo, c'est tout. Je n'ai pas lu. Je n'ai lu aucune œuvre. Aucune œuvre. Je déteste la lecture littéraire. Je préfère lire un livre scientifique. Quand c'est un livre scientifique, je dévore. Mais dès que c'est littéraire, là, ça ne me tente pas. Donc, n'allez pas chercher la haine. C'est toi qui es rempli de haine, Youn Eric. Et surtout, cette capacité, cette faculté à conclure très rapidement, là, c'est le propre des éjaculateurs précoces. C'est le propre des éjaculateurs précoces. Je n'ai pas... Vous seriez attendu à ce que je fasse un direct pour laminer son livre. Non. Parce que je ne suis pas comme vous, justement. Vous avez à chaque fois des preuves que je ne suis pas comme vous, mais vous voulez voir à chaque fois. Vous voulez vous forcer. Ils ont espoir. Voilà, maintenant que le gars sait que j'ai demandé qu'on achète son livre, tu vois sa prochaine question, c'est tu as écrit quoi on a vu. Yunda, commence d'abord par dire toi-même ce que toi tu as écrit. Ce serait quand même bien, parce que si tu te vantes à Berthier le Camille, ça n'a pas de sens. Moi, personnellement, je suis comme toi et moi. On est en train de s'affronter, toi et moi. Moi, perso, je n'ai pas écrit. Mais Descartes a écrit, j'ai vu. Tu vois? Chirac a écrit, j'ai vu. Donc, tu vois, si tu te vantes à Berthier le Camille, je me vante à Chirac et Descartes. Toi, il faut me dire, moi, j'ai écrit. Tu vois ce que je veux dire? Dis, moi, j'ai écrit. Maintenant, quand je vais te parler de mes réalisations en tant qu'ingénieur, tu n'iras pas demander à Berthier le Camille quelle réalisation il a fait, on a vu. Non, parce que tu es entaché par un biais cognitif dans ton cerveau. Tu es malhonnête. Tout ce que tu veux, c'est que comme tu détestes Serge Anango, tu aimes Berthier le Camille, il faut à tout prix que la réalité s'adapte à ta vision qui voudrait qu'il soit supérieur à moi. Mais tu as le droit. Mais ça restera que dans ton cerveau, man. Dans la réalité, ça se fracasse sa figure. C'est ça la différence avec vous. Parce que vous ne vivez pas dans le monde réel. C'est bien ce que j'ai dit dans ce direct. J'ai bien dit dans ce direct que vous ne vivez pas dans le monde réel. C'est exactement ça. Tu es exactement ce que j'ai développé ici. Cette incapacité, tu es un hamster. Tu es dans ce bocal-là. Tu as fait le tour du monde, mais tu n'as rien vu. Tu n'as rien appris. Tu vas revenir à la maison. Quand ta propriétaire va raconter le tour du monde qu'elle a fait, tu ne pourras en dire autant. Tu étais dans le hamster. C'est donc Berthier le Camille. Moi, je suis donc la propriétaire. Berthier le Camille est le hamster. Nous sommes en France. Je peux raconter la France. Pas lui. Parce qu'il vit avec son village. Il a transporté son village avec lui en France. Et ça le cloisonne. Donc, il ne connaît pas la France. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire des débilités, les richesses, machin. Mais le vin rapporte à la France puisque le pétrole rapporte au Nigeria. Ça, est-ce que vous le savez? Je dis le vin. Ça rapporte plus à la France que le pétrole ne rapporte au Nigeria. Ça, vous le savez? Vous êtes toujours avec des conneries, des débilités. Bonne journée à vous, ciao.